saison 8, épisode 10, et bonne année. Et bonne année. Bonne année. On va sauter. Non, mais non. On vous avait dit à l'année prochaine. Ça y est, on est là. C'est bon, vous avez tout fait. C'est toute fois qu'il avait dit ça, je pense, en plus. Bonne année. Oh là Elle là. manquait celle-là. Oui, ben voilà, bonne année. C'est très bien, bravo. Et Bon. poisson d'avril. Et surtout la santé, hein. Non. Noël au balcon, pas cotisant. Vous entendez Ou mon... enrhumé comme un Si con. vous avez la santé, est-ce que vous entendez mon thé là? Je vous fais de l'ASMR. Donc là, c'est pas oui, pas la c'est c'est pas la atroce. santé, c'est avec le thé. Du coup. Ça, je te jure que je vais avoir des tweets qui vont dire oui, bon, alors, les bruits de bouche, les C'est respirations, insupportable. les gens qui reniflent, tout ça, c'est insupportable, mais alors les gens qui boivent du thé, c'est non. Bah, Mathieu, il va en faire des Lipton pendant ce numéro. Oh, ouais. Comme Je suis chaud. Eric Clapton, bien sûr. Ah, il y en a à qui les vacances, ça a fait du bien, Ah hein. bah, ouais, bah, pas pour tout le monde. J'espère que ceux qui nous écoutent, oui, hein, ce serait déjà pas mal. Donc avec moi pour cette émission, donc il y a Elodie, Florian et Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. On l'avait annoncé donc pour lors de l'épisode 9, on va vous parler du pilote de Pushing Daisies, une série qu'il est difficile de trouver et qui d'ailleurs on peut pas trouver à part en DVD sur aucune des plateformes. J'ai même vu des Blu-ray, des collections Blu-ray à 163 €. Allez. Voilà, alors que bon, globalement, vous pouvez trouver les 2 saisons pour à peu près une trentaine d'euros. Hein, les deux, je parle. Si vous voulez faire plaisir à tous les Chucks de votre vie, en fait, vous pouvez offrir ce coffret Blu-ray. Si vous connaissez des Chucks, voilà. Effectivement. Oui, c'est ça, c'est un beau cadeau. Dommage que Noël soit passé. En blanc. Et là, de loin et à distance, je te fais un Chuck pour la blague. Bon. Voilà, on les a toutes faites. Un petit check. Bon, on a ça, mais on a aussi des recommandations. On a, on va parler d'un peu ce qu'on a fait pendant les vacances. Hein, surtout que bon, Elodie, elle s'est pris des vacances très longues. Wow, Elle est juste- ça va, j'ai pris 2 semaines de vacances, là. Oh. Voilà. Après, je suis revenu, vous étiez plus là, alors forcément. T'étais où? T'étais pas là. Voilà, comme ça, hop, une vieille blague aussi. Et je voulais, avant de commencer, on n'a pas de sponsor, parce que bon, bah voilà. Parce qu'il a rien préparé. Non, C'est nous qui avons tout fait. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais une idée, mais je l'ai remplacée par autre chose. L'ami Olivier a sorti son podcast. Voilà, une pensée dans une image que vous pouvez trouver maintenant dans toutes les bonnes crèmeries. Hein. C'est génial le bruit du clavier et Ouais, du on thé. critique mon thé, mais là, bon. Et donc c'est un podcast dont le premier épisode parle d'une photo de Marilyn Monroe et il décortique le côté émotionnel des images. C'est vraiment très très agréable à écouter. Je vous le conseille vivement. Comme ça c'est fait. On n'a pas de sponsor, mais on fait du big up aux copains. Voilà. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et tant qu'on y est, hein, Elodie, tu as toujours aussi ton podcast ni éthique ni responsable. Il paraît. Et Parce que- si vous cherchez sur SoundCloud, vous tapez I name this podcast later et vous devriez trouver des choses que Florian fait. Voilà. Parce que pas ailleurs que SoundCloud, par contre. Ne cherchez pas ailleurs, il n'est que sur SoundCloud. Voilà. Fuck les autres. Voilà. SoundCloud represent. Voilà. Téléchargez l'application et puis écoutez-le. Quoi qu'il arrive, de toute façon, écoutez le podcast. Et Mathieu, bon voilà, par contre, pas de podcast de ton côté. Je fais des trucs, mais pas des podcasts. Voilà, tu fais des trucs. Bah vas-y, si t'as un truc Vas-y. à vendre, c'est le Non, là, moment, j'ai hein. rien. J'ai rien. Oh. Quand ça sera prêt, je balancerai les infos. Ben voilà, parfait. Qu'avez-vous fait pendant vos vacances, si vous en avez eu, en tout cas pendant ces derniers temps, entre les 2 épisodes, Elodie? J'ai bouffé comme un cochon. Mais est-ce que ça fait pas ça d'habitude? Non, pire. C'est pire. C'est pire. Ouais, non, mais je fais que manger, boire, dormir. Et vraiment, Et pendant remanger 15 jours, derrière. je crois que j'ai... Et remanger derrière. Et après, j'ai roulé sur moi-même. Et en presque 3 semaines, j'ai pas regardé un seul épisode de série. C'est honteux. Bah, je vois qu'on est à peu près... Je vais pas dire à peu près pareil, parce que j'ai juste
voilà, rattrapé quelques petits retards, j'en ai pas tant que ça. Mais il y a eu du Mythic Quest pour moi, voilà, parce que ça tombait bien. C'était à ce moment-là où c'était diffusé, finir à Acapulco. Puis la série dont je parlerai tout à l'heure aussi. Et sinon, ouais, de la BD, des livres. Voilà, j'ai enfin l'intégrale de la BD Goblins que je conseille vivement chez Glénat. Donc ouais, c'était relativement calme aussi. Mathieu, ton côté? Si, moi j'ai vu des trucs, enfin j'ai beaucoup bu, mais entre mes beuveries, j'ai continué His Dark Materials, que je n'ai pas terminé parce que je me restreins. Je regarde un épisode par semaine, et j'en ai un ce soir, du coup je suis content. D'accord. Mais comme ça je profite et j'intègre ce qui se passe, et je ne suis pas d'accord avec Olivier qui dit que t'aurais pu faire 4 épisodes en un. Peut-être en 3 épisodes, oui, mais il s'est passé plein de choses. Donc je suis très content, et Mrs. Coulter est toujours aussi incroyable. Et elle est jouée par Rose Wilson, qui chaque fois que elle est dans une scène, j'ai envie de tweeter, et parce qu'elle est merveilleuse. Et voilà. Et la dernière fois, j'ai dit que je faisais une pause dans Drag Race. J'ai menti. Je sais pas pourquoi je l'ai senti mais tellement loin. Bah ouais, j'ai menti. Donc tu as décidé de faire Drag Race Australie? Non, pas encore, ça va venir. J'ai peur. Mais pas loin, parce que du coup j'ai terminé la version... Je me suis mis à jour dans la version US. J'ai terminé la saison 14. Du coup, j'ai pu commencer la saison 15 qui a commencé ce week-end. J'ai fini All Star, donc j'ai vu All Star 7 qui était une des meilleures saisons de la vie. Et vu que du coup j'avais fini US, je me suis dit je vais faire une pause. Pas du tout, parce que j'ai regardé UK saison 1 et Canada saison 1. Et Canada c'était vraiment pas ouf. Tu vois, j'aurais dû deviner UK et Canada et j'ai choisi Australie. Et non, alors qu'en fait c'était Moldavie, voilà. Ouais, ça va venir aussi peut-être un jour. Mais non, j'en avais marre de voir la gueule de RuPaul. Du coup j'ai regardé Canada. J'aurais pas dû, parce que les jurés sont vraiment tous des connards. Alors que j'adore Brooklyn Heights, mais vraiment j'avais envie de claquer mon écran non-stop. C'était atroce. Et j'espère que vu qu'ils ont viré 2 des 3 jurés pour la saison 2, ça sera mieux. Parce que les femmes ont gueulé, ils ont eu raison. Et UK 1 c'était vraiment pas mal. Et je pense que je vais enchaîner sur la saison 2. Voilà de ce que j'ai vu, en gros. À part des choses que je vais parler après. Ok. Et donc toi, Florian? J'ai fini de lire un livre sur HBO qui s'appelle Tinderbox, sur lequel j'ai fait une petite fiche de lecture audio qui est donc dispo en podcast. Et en fait, dans ce livre, j'ai appris que avant de lancer Six Feet Under, Alan Ball avait déjà ses 2 producteurs, donc Bob Greenblatt et David Gianolari, et les 3, avant de proposer Six Feet Under à HBO, en fait, sortaient d'une très mauvaise expérience pour ABC. J'ai appris ça à mon pote Alex, qui lui est un immense fan de Six Feet Under, et on a eu la très mauvaise décision d'aller se procurer la sitcom en question, qui a été diffusée sur ABC, qui s'appelle Oh Grow Up, qui a également été diffusée sur Comédie en l'an 2000, en fait, ça s'appelait Père malgré tout. Et donc Oh Grow Up, et en fait c'est vraiment alors déjà le générique, en fait, je sais pas si tu vois ce que c'est US3, en fait, les espèces de trucs hip-hop du début des années 90, jazz hip-hop, en fait, avec beaucoup de saxo et tout ça. Et bien en fait c'est un générique, en fait, qui de 99, en fait, mais qui arrive genre 7 ans trop tard. Donc déjà c'est un tout petit peu cringe, en fait, parce qu'il y a plein de bandes son, en fait, de 1992-93. Donc déjà c'est très très anachronique. Et ça parle de 3 amis à Brooklyn. L'un d'eux vient de faire son coming out, mais ça n'a pas grande importance, en fait, dans la série. Ce qui est le plus important, c'est que le personnage principal, qui est donc, on va l'appeler Andy 1, se découvre une fille de 18 ans qui ressemble à 2 gouttes d'eau, comme 2 gouttes d'eau entre un mix entre Mena Suvari et Anna Faris, en fait. Donc c'était pour tout dire, en fait. Et elle s'appelle Trout, en fait. Donc, oui, c'est ça que j'allais dire. À chaque fois que je voyais son personnage, je disais tiens voilà la truite. Voilà. Oh là là. Et la sitcom, en fait, est effectivement
est effectivement analogue à du poisson périmé. Donc après 3 ou 4 épisodes, on a dû arrêter les frais parce que il y a vraiment quasiment rien à en sauver. Et pour le seul truc qui annonce un tout petit peu Six Feet Under, c'est le seul élément surréaliste de la série, c'est que à certains moments, quand ils sont en panne de gag, ils font parler le chien. Donc il y a le chien en fait qui fait waouh waouh et tu as des sous-titres. Voilà, voilà, enfin il y a plein de petits gags comme ça. Donc c'est vraiment très très mauvais et donc on comprend pourquoi ça n'a jamais été rediffusé. Mais je me prends à rêver de ce qu'aurait pu donner un Alan Ball qui aurait persisté sur sa voie de scénariste de sitcom plutôt que de basculer sur Six Feet Under, quoi. Sachant que la série a été diffusée le même automne où American Beauty, qui a été scénarisé par Alan Ball, était sur les écrans américains. Donc ça la fout très très mal à plus d'un titre. Voilà. Ouais, effectivement. Mais maintenant, j'ai juste envie de voir le chien qui parle. Mais en fait, non seulement c'est pas drôle, mais en fait ils en font quasiment rien, quoi. Tu vois, donc tu retires le chien, pas le chien qui parle, mais le chien qui est sous-titré en fait, avec les monologues intérieurs du chien. Ça n'a aucun intérêt. Ah oui, et il y a aussi Rena Sofer en fait qui collectionnait les sitcoms annulés après une seule saison. Donc elle a fait Coupling US juste après. Ouais, Coupling US. Oh là là, catastrophe ça aussi. Catastrophe. Hein. Bon, bref. Ok. Et tu avais donc autre chose à ajouter dans tout ça? Parce que bon... On en a gros Voilà. La patate. Pour faire une transition, donc Alan Ball, Six Feet Under, HBO, qu'est-ce qui se passe? Mais, c'était maintenant, tiré par le cheveu. alors je sais que tu es belge et que donc en Belgique vous n'avez pas de pénurie de séries HBO, vous avez The Last of Us la semaine prochaine. Coucou Pépère, BTV, n'hésitez pas à le sponsor. Voilà, ils prennent soin de vous, voilà, vous prenez soin d'eux en Un vous y abonnant un petit abo s'il vous plaît. Voilà, C'est quand même 25 balles par mois donc. 25 balles par mois. Ouais. Et Mais Après, c'est pas que des séries, hein. C'est voilà, imaginez, c'est plus proche de aller à un Canal Plus ciné-série, etc. Mais c'est quand même 25 balles à rajouter à tous les autres abonnements qui sont derrière. Donc voilà. Bon, moi, bref. j'imagine juste une chaîne, un bouquet de chaînes ciné avec une chaîne qui diffuse Dick and Egg en 24 heures sur 24. Mais non. Mais non. C'est dommage. Mais non, faut pas dire ça de BTV en fait. Oh là là. Et bien chez nous en fait en France c'est un tout petit peu la mire, donc c'est un tout petit peu la neige de HBO. Voilà. Oh, tu le fais bien. Et- La neige, Quels sons vous attendez quand vous voyez ça? Ma main dans ta gueule. moi j'allais répondre. donc il y a trois choses assez importantes qui se sont passées sur ces dernières semaines. The Last of Us, Warner Bros France a sorti un trailer et a commencé à faire la promo en disant que ça allait arriver prochainement. Ouais, donc c'est-à-dire fin d'année. C'est ça, donc en 2023, prochainement, on ne sait pas trop quand. Ce qui a été assez surprenant parce que bon, Warner Bros, quand ils font la promo de série HBO, on sait que ça se retrouve sur OCS. Ce qui s'est passé par ailleurs depuis le 31 décembre, c'est que une grosse majorité du catalogue HBO a été retiré de OCS, mais pas tout. Et donc en grosso merdo, tout ce qui a été diffusé en 2021 et 2022 va encore rester quelques mois sur HBO, donc c'est-à-dire les nouveaux abonnés à OCS peuvent encore regarder Somebody Somewhere, House of the Dragon, quelques saisons de Succession, mais la majorité des intégrales ou des séries en intégralité ont été retirées, tout simplement. Donc en gros, voilà, il n'y a que des saisons incomplètes, il y a une saison de Insecure, une saison de Barry, voilà, en gros c'est ça. Donc ça s'est passé le 1er janvier. Et j'ai eu l'impression en fait sur Twitter que les gens étaient mis devant le fait accompli, puisqu'il y a eu un compte fan qui a listé les 60 séries qui ont été retirées. Numérama a fait son propre décompte et a publié ça. Et un tout petit peu l'ensemble des médias s'est engouffré dans la brèche. Voici toutes les séries de HBO retirées de OCS. Et ce qui s'est passé... ensuite, c'était quelque chose qui était un tout petit peu un haro sur OCS. En fait, c'est bon, ben voilà, je me désabonne de suite de OCS, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, je vais aller pirater et tout.
The Last of Us, donc il y a un nouveau trailer qui a été posté où en dessous les gens disaient bon mais où en France, et après en dessous tu avais des petits gifs on va aller la pirater, voilà, donc c'est très bien de se mettre sous le compte français d'un distributeur pour dire qu'on va aller pirater ces trucs. Je sais pas, je trouve ça toujours très très classe en fait, hein. C'est aussi auto-incriminant en fait, ce que j'apprécie particulièrement. Il y a un autre truc, qui s'est passé, c'est que Warner a communiqué sur le fait qu'il y avait des pourparlers qui étaient en cours avec des diffuseurs non cités et qu'il y aurait des annonces sur le catalogue HBO quelque part, soit dans les prochaines semaines, soit dans les prochains mois. Amazon. Donc, voilà. On ne sait pas si c'est Amazon, on ne sait absolument rien à part ce qu'a dit Warner. Le truc, c'est que et la troisième chose qui s'est passée, c'est ce matin, OCS se fait racheter par Canal+. Ouais. Donc ces trois nouvelles ont donné lieu à un festival de clickbait et de grosses fake news et de choses d'avancées et de spéculations, de choses qu'on ne sait absolument pas. Donc par exemple, Mathieu vient de dire Amazon Prime, on n'en sait absolument rien. Amazon Prime, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont les droits de 3 ou 4 séries HBO Max qui ont été juste vendus au cas par cas, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le catalogue HBO, ça ne veut rien dire de plus. Il y a un autre truc qui m'énerve assez profondément, c'est que le mois dernier, on a annoncé, il y a donc le compte de IGN, pour ne pas le citer, a dit le catalogue HBO va disparaître de OCS le 15 janvier. La réalité, c'est que au 15 janvier, il restera encore des séries HBO sur OCS. Et je me pose la question, pourquoi on va tweeter ce genre de truc, qu'on ne le retire pas, et qu'on ne va pas aller vérifier auprès des gens de OCS. Ou alors, si on est abonné à OCS, aller vérifier les dates de retrait des programmes, ce qui aurait pu mettre fin à la spéculation. Donc, il y a énormément de choses où j'ai l'impression qu'on fait haro sur OCS, alors qu'en réalité, c'est Warner Bros. Discovery, donc qui est la maison mère, qui a décidé de retirer pour la France tout le catalogue HBO de OCS à partir de fin 2022. Et ce, alors qu'ils n'ont pas lancé leur propre plateforme, qui, par ailleurs, ne va pas s'appeler HBO Max. Ça, on le sait. Mais apparemment, les gens continuent à appeler HBO Max, alors qu'on a dit pour la France et l'Espagne, ce qui sera lancé ne s'appellera pas HBO Max et on ne sait pas comment ça va s'appeler. Bon. Donc, il y a énormément de spéculations et le gros perdant dans tout ça, c'est OCS. Clairement. Qui du coup a ramé, enfin pas ramé, mais a essayé de dire il nous reste des choses, on a un catalogue film qui est pas mal, on a des séries originales qui continuent à être en production, il y a 3615 Monique, dont, spoiler alert, tu vas toucher 2 mots tout à l'heure. Je vais dire du bien, encore une fois, oui. On va toucher 2-3 mots tout à l'heure. OCS n'est pas mort en fait. Avec le rachat par Canal+, OCS, les équipes, elles restent en place, ça c'est confirmé. Le nom OCS, est-ce qu'il va rester en place ? Ça, on ne sait pas trop, mais en réalité, OCS ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Peut-être ils vont baisser les prix, mais ça, on n'en sait rien. Le truc, c'est que, déjà, l'acquisition de OCS par Canal, après, il y a tout un truc de stratégique dont on n'est pas au fait. En fait, on ne sait pas grand-chose à la fois du devenir de OCS, on ne sait pas grand-chose de où vont se retrouver les séries HBO, en attendant que Warner Bros. Lance son propre service de streaming. Pour l'instant, ça ne va pas être avant minimum 18 mois. Ça, c'est aussi officiel, ça c'est quelque chose qui est confirmé. Donc en gros, on est dans un état de flux. Mais en réalité, le consommateur français ne paie rien d'autre que les erreurs stratégiques en fait du distributeur. Le distributeur a des retards à l'allumage, a des errements stratégiques pour lancer sa plateforme de streaming. Il laisse de l'argent sur la table. The Last of Us, pour une raison que j'ignore, il décide le diffuseur français ou les tractations qui se passent font que pour l'instant il n'y a pas de diffuseur français annoncé, même si c'est très probable qu'il y a quelqu'un sur la brèche. Est-ce que ça veut dire qu'il laisse de l'argent sur la table ? J'en sais rien, mais je ne pense pas, à titre personnel, que c'est un espèce d'appel au piratage.
L'autre chose qui m'énerve dans toute cette espèce de gloubi-boulga et cette espèce de grosse cohue, c'est que le catalogue HBO, certaines séries, ont disparu du jour au lendemain, ne sont plus dispo légalement, mais ce ne sont pas Game of Thrones, ce ne sont pas les Sopranos, ça n'est pas Sex and the City, et je suis désolé de le dire, ce sont des séries qui ont été très très peu regardées aussi sur OCS et qui ont été aussi mises en ligne discrètement. Je pense à Black Lady Sketch Show, je pense à Los Spookies, je pense à plein de petites séries qui ont été retirées du jour au lendemain. Je pense à Arliss. Oui, ça c'est clair que bonne chance pour aller chercher les DVD de Arliss en DVD Zone 2. Ça n'existe pas. Non, c'est clair. Ça n'existe pas. Le truc, c'est que si on veut avoir les séries HBO de manière légale, sur les 60 programmes qui ont été retirés de OCS, il y en a au moins 30 ou 40 qui restent disponibles légalement. Donc, si on ne veut pas pirater ou qu'on veut se procurer l'intégrale ou voir ou revoir quelque chose dans des bonnes conditions avec des copies HD, il y a les services de VOD, il y a un petit machin qui s'appelle iTunes qui est dispo depuis 2 décennies, je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Il y a Google Play, il y a des services VOD où vous avez les choses en HD, où il y a tous les DVD et tous les Blu-ray qui restent en neuf et en occasion. Donc, je suis désolé, cette espèce de shitstorm autour de la fin du contrat HBO avec OCS, certes, OCS aurait pu communiquer sur le fait que oui, ils n'auraient plus les programmes, mais la question est, quels intérêts ils ont à le faire ? Ils n'ont pas d'intérêt. Amazon Netflix retire des programmes tout le temps, toutes les semaines. Ils ne communiquent jamais dessus. C'est littéralement à l'abonné d'aller chercher quand est-ce que c'est retiré. Voilà. Pourtant, on ne tombe pas sur... Salto a retiré du jour au lendemain plein d'intégrales de séries et des choses comme ça. On ne tombe pas sur Salto pour autant. Mais ils n'ont pas d'intérêt parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que là, quand ça arrive, il faut le regarder. Quand ton programme arrive, il faut le regarder. Ouais, mais là, il tombait dessus. Pourquoi ? Parce que tout le monde a joué la carte du Game of Thrones, etc. Forcément, donc ça a été chercher le plus large possible. C'est sûr que si Salto enlève un truc ou quoi, c'est... Non, mais il y a un top tweet qui a dit... Il y a un top tweet qui est parti du fait que Game of Thrones n'était plus disponible légalement. Ouais, ça j'ai vu. Et il disait, je répète... On n'a plus de disponibilité légale pour une des meilleures séries de ces dernières années. C'est faux. Nonobstant la qualité, la qualité de Game of Thrones, ça c'est un autre débat. Ça c'est tout simplement faux. Depuis 10 ans, Game of Thrones est une des séries les plus accessibles légalement en vidéo, en VOD et en rediffusion télé. Game of Thrones ne va pas disparaître des écrans français. Du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose, ça me met profondément à l'aise. Ça me met profondément mal à l'aise quand on tweet ce genre de choses. En l'occurrence, c'est un YouTuber qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, et à la fois sur Twitter et sur YouTube, qui tweet ça, et comme ça ne retire absolument rien. Donc en fait, moi personnellement, ça me laisse un tout petit peu désemparé, parce que depuis 10 jours, en fait, à part quelques personnes triées sur le volet, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont soit des choses que l'on ne sait pas et sur lesquelles c'est de la spéculation mais qui est présentée comme un fait, donc ça me dérange profondément, et a fortiori, comme d'habitude, les choses qui sont spéculées et présentées comme faits et qui soient jamais retirées sur des machins, ça part du principe que c'est que de la pop culture, c'est que des séries télé, c'est que des machins. C'est pas important de raconter de la merde, on s'en fiche. On s'en fiche. Et ça me pose un gros problème, en fait. Ouais, c'est vraiment un gros problème. Et donc, pour revenir, juste parce qu'on a parlé de Game of Thrones, en streaming, en France en tout cas, vous avez les 8 saisons disponibles sur Canal+. Déjà. Voilà, ça, Just Watch est un des sites qui vous permet de vous vérifier ça. Et vous pouvez le trouver en achat en VOD sur Orange, Apple, Google Play, comme tu disais, Microsoft, Rakuten TV. Je tiens à préciser que je suis à peu près sûr que Just Watch n'est pas à jour, au moins pour Game of Thrones en fait, mais voilà. Bah, ici, moi je le vois dans Canal Plus série
en bundle aussi, donc il y a plusieurs versions. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait à jour, mais en tout cas légalement, oui, il faut payer. Voilà, c'est pas un abonnement, effectivement, on le trouve. En Belgique, c'est pareil. Hein, là, on a plus de personnes qui streament. Pourquoi ? Parce que Game of Thrones c'est passé. C'est House of Dragons qui, je pense, a pris la place aussi au bout d'un moment. Mais et nous aussi, c'est pas mieux. Hein. Le service de streaming de Warner, Warner Discovery, on ne sait toujours pas qui, que quoi, rien. On est encore pour préciser, plus dans le flou, pour préciser, Game of Thrones, il est disponible sur Canal, mais en VOD. Hein, c'est payant Canal en plus. VOD qui voilà. a la série, mais c'est pas en streaming sur Canal+. Mais la série est quand même disponible, quoi. Oui. Oui, là, elle est largement disponible. Et puis même, depuis l'année dernière, il y a les copies de l'intégrale en Ultra HD 4K qui sont disponibles sur le marché. Qui sont voilà, donc je sais pas, quand je lis ce genre de choses, que ces choses-là ne sont pas retirées et que le mec laisse les gens parler en sachant que le postulat de départ est faux, je sais pas, c'est des choses où je peux, je sais pas, c'est des choses où l'autre jour, en fait, quand je voyais cette news sur OCS retirée au 15 janvier, je disais croyez ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, les attachés de presse de OCS, peut-être ils peuvent pas confirmer ou infirmer des choses, mais je sais pas, c'est assez bizarre d'aller chercher ce genre de truc. C'est ça, faut un peu recouper ces infos et donner des infos correctes et traiter ça un peu mieux. Ça arrive de faire des erreurs sur le coup de la rapidité, mais à un moment donné, il faut faire attention, clairement. Et tu me permets un petit son quand même, parce que je me suis dit, c'est tout à fait en rapport, mais... Voilà, je me suis dit, ça collait bien. Parfait. C'est parfait, voilà. Un petit Peter Griffin. Il y avait aussi, il y avait probablement Kenny Powers, hein, You Fucking Out and Fucking In. Oui, voilà, mais c'est le côté Grind My Gears, c'est vrai, parce que c'est tout à fait le terme, c'est le truc qui te casse les, voilà, comme ça, hein. Bande d'orchidoclastes, comme dirait l'autre. Bon, dans tout ça, après, on va passer sur quelque chose de peut-être plus doux, pas forcément plus facile à trouver sur des services de VOD et autres, mais qui vaut le coup quand même de fouiller un peu et de chercher. C'est Pushing Daisies. Voilà, on a décidé de parler du pilote de cette série qui date de juste 15 ans, enfin un peu moins de 15 ans. Un peu plus de 15 ans, 3 octobre 2007. Oui, c'est ça, c'est un peu plus de 15 ans maintenant. Rien que ça, c'était sur ABC. Il y a eu 2 saisons et c'est une création de Brian Fuller sous le chapeautage de Barry Sonnenfeld, où on pouvait retrouver des personnes comme Lee Pace, dont on a parlé justement, voilà, Halt and Catch Fire, on a fait un grand écart, bref, on a envie de parler de lui, hein. Anna Friel, Chi McBride, Susie Kurtz, Ellen Green et Christine Chenoweth qui se trouvaient dans tout ce beau monde. Et donc c'est une série d'épisodes il y a 22 épisodes de 42 minutes à peu près. Seulement 19 épisodes ont été diffusés. Chez nous c'était sur BTV. En France c'était Canal+, Énergie 12. Et il n'y a pas de traduction, je n'ai pas trouvé de traduction française du titre. Parce qu'il n'y en a pas. Mais on aurait pu au Québec. Hein ? Pourquoi pas les Daisy qui poussent. Il n'y en a pas ? les tournesols qui poussent. Non, c'est pas les tournesols, je sais plus ce que c'est. C'est les pâquerettes. Les pâquerettes qui poussent. Toi, ça aurait pu être sympa. Bref, non, c'est pas le cas. Donc, ça parle de quoi ? En résumé? Donc, Ned a un don exceptionnel, si on veut. Il peut ramener à la vie tout être vivant mort, animal, plante, humain, peu importe, voilà, juste en le touchant. Sauf que si Ned touche une seconde fois la personne, ben là c'est bon, c'est mort pour de bon. Mort def. Mort définitif et mort subite.
JCVD. Voilà. Et la bière aussi. Pourquoi pas. Mais bon, ça, le mort subite avec JCVD, très très bon film. Et donc il a aussi un troisième effet qui se coule, c'est que si dans la minute il n'a pas renvoyé la personne décédée d'où elle vient, quelqu'un d'autre est choisi au hasard pour prendre sa place. Ah. Voilà, globalement c'est ça. Ned est aussi un pâtissier. Parce que voilà, sa maman faisait de très 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 bonnes tartes et sa maman est morte et donc là Chi McBride qui est un espèce de c'est un flic, un inspecteur qui en fait va voir ce don là et se dire que ça va peut-être l'aider lui dans ses affaires, justement de pouvoir poser la question aux morts de comment ils ont été tués. Donc je résume voilà, ça, c'est un très bon résumé. Que j'ai rien oublié, si ce n'est que autour de tout ça, il y a une Charlotte Charles qu'il appelle Chuck, qui est rien d'autre que l'amour d'enfance, Chuck effectivement, l'amour d'enfance de Ned, qui a un point particulier dans ce pilote, plus que particulier, et bien entendu dans la suite de cette série. Relativement courte finalement. Voilà. Ça c'était pour le point factuel. Petit point. C'est assez approprié étant donné que le narrateur arrête pas de dire que les faits sont tels quels. Voilà. Et justement en parlant du narrateur, parce que j'allais venir là-dessus, la VF est très très bonne et en plus de ça c'est Patrick Poivet qui fait le narrateur. Et entendre la voix de Patrick Poivet comme ça fait un petit pincement au cœur quand même, mais ça fait plaisir en même temps. Et de toute façon, les comédiens de doublage de cette série étaient tous et toutes très très bons. Et voilà, je vous conseille autant en français que en VO. Petit point sur qui connaissait la série avant de regarder ce pilote. Enfin, on l'avait déjà vu. Donc il y a Florian et c'est tout. Alors, il y a un point que je dois soulever là-dessus, c'est que moi c'est une série qu'on a essayé de me faire regarder plusieurs fois, que j'ai commencé plusieurs fois, sauf que c'était à une période où ma peur de la mort était très 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 puissante, c'est-à-dire que je ne pouvais rien regarder, ni lire, ni écouter qui en parlait. Sinon, t'as pas choisi le bon sujet du coup. Sinon, je faisais j'étais en tétanie totale. Donc là, je me dis ça va, j'ai vieilli, j'ai avancé, j'ai accepté ce genre de choses. Donc, pourquoi je sens ta voix qui est chevrotante? Et bien en fait non, ça s'est très très bien passé. Et je me suis dit putain, j'ai raté un truc tellement bien. Voilà, juste parce que la psyché fait que j'aurais pu le voir avant. T'es passé de la tétonie à tétonner. Ah, totalement tétonné, et voilà, effectivement. Bref, on va en reparler après. Toi, Florian, t'en avais pensé quoi, vu que tu fais pas... T'étais le seul à l'avoir vu avant, quoi. Mais malheureusement, mon gros souci, c'est que je pense avoir vu littéralement le pilote et pas grand chose d'autre. J'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal à me souvenir si j'ai vu la saison 1 ou pas. Et je pense aussi que c'était dû qu'à l'époque, il n'y a eu que 9 épisodes de la saison 1. C'était clairement une des séries les plus hypées en fait de la rentrée d'alors. Et il y a eu la grève des scénaristes, donc ça a écourté. Donc ils sont pas revenus pour tourner le reste des épisodes. Et donc du coup, je sais pas si j'ai dû passer le 2e ou 3e épisode. Et quand la saison 2 a repris, je crois pas l'avoir suivi. Je tiens en fait le créateur de la série, Brian Fuller, en super haute estime, parce qu'à l'époque où ça a été diffusé, j'avais déjà eu j'avais été très impressionné par sa précédente série qui s'appelle Dead Like Me, sur laquelle malheureusement il a été débarqué au bout de... Enfin, il a choisi de partir au bout de 5 épisodes. Mais c'est des choses où ça avait... je connaissais pas les acteurs principaux à part Chi McBride, ça avait tout pour me plaire. Et vraiment, en revoyant le pilote, en fait, je sais que j'ai vu le pilote, donc je me souvenais de pas mal de points de tout ça.
mais je crois pas que j'ai été au-delà de ça. Et ça rejoint, on va dire ça rejoint une de mes marottes sériphiles en fait, c'est-à-dire que quand c'est des séries qui sont hypées, qui continuent à être tenues en haute estime, mais qui se font annuler comme des merdes. Donc là, en l'occurrence, après 2 saisons, j'ai beaucoup de mal après à les rattraper parce que je sais que du coup, mon plaisir en fait va être assez fini à partir du moment où voilà quoi, il y a que 22 épisodes. Et donc du coup, Pushing Daisies, je pense que c'est pour ça que je l'ai jamais poursuivi ou fini. Mais D'accord. je tiens ce que j'ai vu en trop haute estime. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je spoil déjà mon avis, c'est que de ce que j'ai vu, le pilote m'a donné envie de voir absolument tout le reste. Je sais pas si tout le reste se vaut, mais le pilote, en tout cas pour moi, a fait un boulot mais admirable. Il est très efficace. De A à Z. Hein. Père. Voilà. On avait l'ambiance qui est très, comme tu disais, voilà, Bryan Fuller c'était Dead Like Me, l'ambiance est très proche de Dead Like Me, le sujet un peu aussi on va dire, mais la façon dont c'est construit, la façon dont c'est raconté, c'est quand même très très proche. Mathieu, toi Ouais. tu ne l'avais pas vu, bien Non. entendu, parce que bon, quand c'est arrivé, tu avais 7 ans, 6 oui. ans, voilà. Mais je la connaissais de nom et je connaissais l'univers et certains personnages parce que ça fait vraiment partie de ces séries où, même si quand elle est sortie j'avais 6-7 ans, elle était toujours sur ma watchlist et haute, mais j'ai jamais eu le temps de la regarder. Et donc c'est cool que le podcast donne des occasions comme ça. Et je vais dévorer la suite très très vite. Mais je peux en parler plus en détail, mais je sais pas comment tu préfères faire. Je vais d'abord aussi voir avec Elodie un petit avis comme ça à chaud, et puis après on va aller dans le détail. Quoi. Ouais. Eh ben, je connaissais pas du tout Pushing Daisies et je connaissais tellement pas, c'est que à part le titre et un peu le cast, je savais même pas de quoi ça parlait en vrai. Et j'y suis allée à l'aveugle et j'ai adoré. Comme tu disais, le pilote est très efficace et c'est chiant parce que du coup, maintenant j'ai très envie de regarder la suite. Nous n'avons pas le temps. Alors que j'ai pas le temps. C'est ça. Mais je pense, et franchement, sans exagérer, de tous les pilotes qu'on a regardés dans ce podcast, mais que parmi les séries que je ne connaissais pas d'avant, je pense que c'est la série que j'ai le plus aimée, comme ça, en y allant à l'aveugle. Ouais. Mais tu connaissais Agence Acapulco avant de... Non, mais comment te dire, c'est pas le même rendu. Pas. Non, je pensais que c'était la deuxième série en fait que t'avais kiffé. Mais... pas pour les mêmes raisons, on va dire. On sait très bien que c'est Lee Pace et t'as Fabio en deuxième, c'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, mais ça, c'est les cheveux, tu vois. Alors qu'en fait, c'est les rues de San Francisco, on le sait. Ah. Non, pas 2 fois. Plus jamais. Non, alors, les rues de San Francisco ou Château Vallon? Château Vallon, parce que moi, Château Vallon, c'était drôle. Ouais, Château Vallon, je pourrais avoir, tu vois, un petit pincement mélancolique en le regardant, tu vois. Du jeu au foutisme et de la moquerie. Mais... Ouais, mais après, Château Vallon, c'est un potentiel de vanne. On va dire que ça a égayé mon confinement, on va dire. Et puis au moins, tu peux chanter le générique, tu vois. Oui, bah oui. Je ne chanterai pas là, mais oui. Puissance et gloire. Ouais. Il est dans ma playlist globale sur Apple Music, donc... oh là là, c'est vieux. Ah bah écoute, voilà. Bon, en tout cas, Mathieu, tu voulais en parler, donc tu as découvert la série, l'univers grâce à ce pilote. Tu en as pensé du bien, mais... Oui. Détaille un peu. Ben, en fait, c'est très simple. Je savais que c'était une série entre Amélie Poulain, qui est un de mes films préférés, et Tim Burton, qui est dans mon top 2 de mes réalisateurs préférés. Tu vois, en fait, c'est les 2 raisons qui fait que si moi je lis ça, j'y vais pas. Bah, moi j'y vais. Donc à partir de là, j'étais en mode, bon bah c'est bon, je vais aimer, mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est cool. Déjà, je trouve que le pilote marche extrêmement bien parce que, et ça manque maintenant, ils ont des personnages très bien écrits. Ils sont atypiques, mais en 20 secondes, tu sais qui ils sont et tu les suis jusqu'au bout du monde et tu veux suivre toutes leurs aventures sur 12 saisons, il n'y a aucun souci. Ils sont hyper attachants. Par contre,
il y a un personnage qui s'appelle Chuck. Ça m'a beaucoup dérangé parce que en fait je voyais Chuck Bartowski non-stop et alors qu'elle n'a pas la même tête du tout, étant donné que c'est une femme et qu'elle n'a pas la même personnalité, mais chaque fois qu'ils disaient Chuck, ça éveillait quelque chose. Et par contre l'autre, donc c'est Ned, le personnage principal, m'a rappelé Dexter et je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai pensé à Dexter pendant tout l'épisode alors que ça n'a aucun rapport. Est-ce que c'est parce que y a des morts dans la série, j'ai fait une association d'idées? Je ne sais pas. Non, je pense qu'il a aussi, enfin que ce soit Dexter ou que ce soit Ned, ils ont des troubles obsessionnels compulsifs. C'est ça. Surtout avec l'hygiène, mais aussi avec le toucher. Oui, et ben ça a éveillé un truc et j'ai fait un rapport. Donc vous aurez aussi aurait du pu aller Dexter dans chercher la le série. nom, En fait, le seul point commun, c'est que les deux sont hygiénistes, en fait. Ouais, mais ça m'a suffi. J'ai pensé à ça pendant tout l'épisode. Mais sinon, donc Anna Friel, je ne sais pas le dire. Friel, qui joue Chuck, elle est rayonnante, elle est beaucoup trop mims. Pour moi, Ned, il me manque encore 1 ou 2 épisodes pour vraiment m'attacher à fond à lui. Mais c'est sûr que ça va arriver très très vite. Ouais, c'est vrai que là, moi je dis, ben non, mais en fait c'est parce que j'adore tellement l'acteur que forcément je connaissais pas tellement l'acteur, à part dans des rôles très loin, genre dans Les Gardiens de la Galaxie, où il n'a pas le même faciès. Donc j'étais pas. Non, j'ai pas fait de rapport. Mais en fait, je l'ai beaucoup aimé parce que en regardant l'épisode, je me suis dit, sur une échelle de Ted Mosby en tant que personnage principal, où est-ce que je le situe? Et je l'ai situé très haut. Et j'ai réfléchi tout à l'heure, si l'échelle le bas c'est Ted Mosby, c'est quoi le haut? J'ai pas encore décidé. Vous pouvez m'aider. Le meilleur personnage principal qui est intéressant, je ne sais pas, dans toutes les séries. Faudrait essayer de trouver. Oh bah ça peut partir pendant un débat pendant des heures, donc c'est dangereux. Je lance des idées pour les prochains épisodes. Mais j'ai entendu, c'est tombé là, je l'ai là. Okay, voilà. Super. Le meilleur personnage principal. Dans miel. Ouais, voilà, comme Thierry. Oui, ce qui tombe bien parce qu'il y a pas mal d'abeilles aussi m'ont empêché une bêtise. Bah il y a un épisode d'ailleurs, le premier de la saison 2 d'ailleurs, qui s'appelle Bzzz. Voilà. Mais tu l'as regardé? Tu triches? Tu spoil? Non, je l'ai pas regardé, j'ai juste vu la liste des épisodes. Et en français, il s'appelle Miel, pour l'exclamation. Pops. Si tu veux, je connais la pub, je peux te l'éviter, mais je l'ai chanté plusieurs fois au micro, cette musique, elle est incroyable. On n'a pas les droits, Mathieu. On n'a pas les droits? Merde. Sinon, tu l'as dit, il y a un super narrateur. Donc moi, à partir du moment qu'il y a un narrateur omniscient qui raconte tout ce qui se passe, ça me fait hurler de rire et j'adore. Dixit, Jane the Virgin, ça, c'est mon péché mignon. Donc dès que t'as ça, c'est vendu. Donc là, on a déjà pas mal de trucs bons quand même. Après, tu rajoutes un univers visuel qui est trop bien, avec des effets spéciaux kitsch, qui sont tellement kitsch, qui ancrent pas dans la réalité. Du coup, ça a bien vieilli. Je suis pas d'accord, mais on va y revenir. Bah, moi je trouve que ça rajoute un petit truc où, à part l'effet sur le chien qui monte au ciel, où je suis en mode, ça non. Pourquoi il y a 4 chiens dans mon image? C'est pas possible. Oh, j'ai pleuré de rire. Mais je pense que c'est... Non, mais ça, c'est les années 2000, hein. Mais franchement, ça m'a bien fait rire, les effets spéciaux. Mais ça m'a pas sorti du truc, par contre. Ouais, moi non. Ça m'a fait rentrer, mais c'est parce que j'aime bien les effets spéciaux nuls. Bah, après, ça ressemble beaucoup à Big Fish dans les couleurs, etc., dans les formes, dans les symbolismes, dans le rythme, aussi le genre comique, parce que c'est très très drôle, mais on parle de la mort, on parle du deuil, on parle de la solitude, donc plein de thèmes communs qui m'intéressent beaucoup et qui sont traités de façon très légère, mais toujours avec une certaine gravité que je trouve très poétique et intéressant. Et du coup, quand tu regardes, tu réfléchis, ça donne des réflexions intéressantes, mais t'es toujours bien et c'est toujours feel good. Et tu passes toujours un bon moment pendant tout l'épisode. Et même quand, je pense que tu l'as dit dans je me rappelle plus, dans l'explication du petit résumé au début, dans les premières minutes, la mère du personnage principal meurt alors qu'il a même pas 10 ans. Mais même quand sa mère meurt, c'est drôle. Enfin, tu peux pas être triste la façon dont c'est filmé. Non. Non, mais elle tombe raide, quoi. Elle tombe raide et elle fait paf sur le sol. C'est super drôle. Et même quand elle revient et puis que c'est en lui faisant un bisou pour lui dire bonne nuit qu'elle remeurt et elle devient toute bleue et elle retombe de la même façon, c'était trop drôle. C'est très cartoon en fait. Et je sais pas, genre j'ai trouvé ça tellement mignon et en même temps intelligent. Voilà. Et puis finalement,
le personnage principal, je pense qu'il va avoir une super évolution par la suite parce que il a ce besoin d'amour qui n'a pas autour de lui, ce besoin de contact humain que je trouve assez triste et beau à la fois. Et un peu comme l'homme invisible dans certains films ou du Frankenstein, ou des choses comme ça. Vraiment ces personnages monstrueux qui sont à l'écart de la société, mais on s'identifie beaucoup plus à eux qu'aux personnages normaux. C'est toujours des choses que j'apprécie. Voilà, et il y a une tension sexuelle de malade entre les deux personnages sans que ça devienne gênant. Et pour une série de cette époque, bravo les gars, parce que c'est pas facile. C'est même la relation est plutôt même mignonne, très mignonne et poétique. Pour moi, c'est plus du truc mimes en fait que genre la tension sexuelle. La tension sexuelle. Ouais, c'est peut-être pas. Ça va être avec le personnage d'Olive campé par Chénovitz en fait. Oui, d'accord. Là, il y a une tension sexuelle. Après, c'est peut-être plus une tension romantique entre deux. Mais même, je trouve, par exemple, le fait qu'ils ne peuvent pas se toucher les mains, je trouve que c'est pas un de mes fantasmes. Dites pas ce que j'ai pas dit, mais le fait du toucher, des trucs comme ça, c'est très visuel pour moi et ça rejoint un peu ça. Et j'ai pensé à un truc auquel j'aurais jamais pu penser lors de la diffusion originale en fait, c'est que cet aspect-là, pour moi, c'est une espèce de mini parabole de la sexualité. Elle apostrophe asexualité en fait. Ouais. Totalement. Tu vois, c'est là-dedans que je retrouve ça et je trouve que c'est super. Pour l'époque, c'est une façon différente de le montrer et c'est bien montré et j'ai vraiment envie de voir. C'est peut-être la partie de l'intrigue qui m'intéresse le plus. Et si il y a une enquête policière dans l'épisode et qu'elle est très drôle et qu'elle fonctionne surtout grâce à la réalisation qui est superbe, où on a un jeu des décors, des plans, des mouvements de caméra qui est super bien fait. En plus, pour un network qui a moins de thunes que HBO. C'est ABC, hein. Donc, c'est ABC. C'est surtout Barry Sonnenfeld. Barry Mm-hmm. Sonnenfeld qui est réalisateur de La Famille Adams et qui fera ensuite les j'ai beaucoup ressenti de Famille Adams là-dedans, tu vois. Je l'avais pas mentionné, mais et on retrouve justement ce jeu de la caméra qu'on a dans La Famille Adams que je trouve génial. Et j'ai un peu plus peur que la suite de la série soit un épisode, une enquête. Je pense que ça sera pas ça. J'ai bien envie, vu qu'ils ont un univers tellement riche, qu'ils explorent autre chose que juste du procédural avec un meurtre, trouver le meurtrier, fin de l'épisode. Et je pense pas que ça sera ça, mais j'ai pas envie que ça devienne ça. Mais même ça, si c'est bien fait, qu'il y a des petits twists, ça peut être sympa. Et je pense qu'on peut faire mieux. Et mon dernier truc que j'ai à dire sur la série, c'est que me suis informé un peu après. J'ai bien kiffé la musique, mais j'ai vu qu'après, il y avait au moins un épisode musical qui avait dosé... que la musique avait une grosse place dedans et c'est pas là dans le pilote, je veux voir la suite rien que pour ça. Et voilà, donc mettez-moi plus de musique et continuez sur cette lancée parce que c'était très 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 bien. Tu voulais donc Florian toi reparler un peu des côtés effets spéciaux, le côté kitsch dont parlait Mathieu. Ouais, j'ai pas honnêtement pour une série de 2007 en plus, bon là je l'ai revu en HD sur mon télé, sur ma télé et tout. Je trouve les effets spéciaux super réussis en fait. Enfin, mais genre au premier degré. Enfin, le coup en fait, le maquillage en fait du mort, où en fait il a la moitié du visage arraché, etc. Pour une série de network, je trouvais ça super réussi. Vraiment. Et donc il y a plein de choses. Et même les augmentations, enfin, notamment pour la maison en fait des tatas de Chuck en fait, où tu vois que c'est augmenté par ordinateur et tout. Je trouve que la boîte d'effets spéciaux a fait un super taf. Ouais, vraiment. On voit un petit peu les contours des fonds verts. Je pense que c'est dû la qualité Blu-ray qui. Ouais, le seul truc où on voit, c'est un moment la scène en fait où tu as la voiture qui explose dans le machin, où tu vois que les flammes sont bien recréées par ordinateur en fait. C'est là le seul truc où en fait je suis sorti du truc, mais le reste. C'est aussi un peu. Je trouve c'est bien fait, mais le visage défoncé, je trouve qu'on voit un peu sur les bords. Mais pour l'époque, c'est ok. Et je me dis. Si je mise sur du... Je fais exprès de le mentionner pour que vous m'embêtiez. Sur du Once Upon a Time, notamment Once Upon a Time in Wonderland, chapeau les gars, parce que... Ouais. ABC aussi d'ailleurs.
Ouais, c'est la même chaîne. Et ça a été diffusé après, en fait. Tout ouais. ça. Ça et ça a 5-10 ans de plus, quoi. Ouais, 3 ans. Enfin, genre, ils ont commencé en 2010, en fait. Oui, c'est pas beaucoup. C'est après, à la date de quand, la série 2007. C'est 2007. En 2007. Enfin, Pushing Daisies, mais Once Upon a Time, c'est juste 2 ou 3 ans après. Oui, c'est 2011, ça. Mais Wonderland, c'est 2013. Ouais. Donc 6 ans. Donc oui, mais je pense qu'il y a aussi un côté, bon, il doit y avoir le côté, c'est plus ancien, tout ça, mais ça a rajouté en fait au côté très coloré, très cartoonesque, très un peu rêve parfois du truc, l'effet spécial un peu naïf comme ça par moment. Le coup du chien, tellement, mais c'est à pleurer de rire, alors qu'en fait le pauvre chien, quoi, il a rien demandé à personne. Mais bon, voilà. Elodie, de ton côté. Ouais. Moi, au début, ça partait mal parce que, alors moi, j'ai regardé l'épisode en VF et en qualité dégueulasse parce que j'étais pas chez moi, donc j'ai pris le premier truc que j'avais sous la main. Et du coup, le rendu en SD, ça donne une espèce de bouillie de pixels avec des couleurs qui dégueulent de tous côtés. Je me suis dit, putain, dans quoi je suis tombée? Après, il y a un chien qui se fait écraser. Je me suis dit, putain de merde. Et après, la scène avec les gamins qui se prennent pour des kaijus qui détruisent la ville. Avec du stop motion un peu, là, c'est très sympa. Ouais, et puis ce côté hyper cartoon et tout. C'est pour ça, et encore une fois, effets spéciaux. Ouais, non, mais avec le recul, après, c'est cool. Mais en fait, comme je savais pas du tout de quoi ça parlait avant d'y aller, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce bordel encore dans quoi on s'est fourré? Et en fait, non, c'était juste cette première scène. Et après, tout se met en place et j'ai trouvé ça génial. Parce que déjà, les personnages sont hyper attachants et l'histoire est quand même assez originale sans tomber dans le kitsch et dans un truc un peu trop niais que là, j'aurais vraiment pas aimé. Et c'est une écriture qui est vraiment très maligne parce que même si ça avait été un procédural, ça aurait pu être très con parce que on se dit bah voilà, en fait ça va être simple, il réveille un mort, il pose c'est qui t'a tué, bon bah c'est cette personne, ok, je te retue et puis bah voilà, l'enquête est finie. Et en fait c'est beaucoup plus malin que ça parce que à chaque fois il y a une raison pour continuer l'histoire sans que ça sente forcé, en fait. On n'a pas l'impression qu'on a des péripéties pour avoir des péripéties avec des rebondissements un peu bancals ou un peu cousus de fil blanc. Là, c'est quand même très intelligent et chaque événement qui survient est assez surprenant et en fait, comme toute la série est assez cartoonesque, burlesque, même si on a des trucs qui sortent un petit peu de nulle part, ça va avec le genre de la série, c'est pas, ça nous sort pas de l'histoire et on trouve pas ça totalement débile et surfait. Donc, je trouve que en ça l'écriture est vraiment très intelligente et voilà quoi, ça, je sais pas comment dire. C'est, on est surpris sans trouver ça hyper kitsch ou hyper forcé. Et en même temps, il y a ce petit côté conte de Noël que j'aime beaucoup avec la voix du narrateur qui pourrait mettre des Christmas carols derrière, ça passerait très bien. Et en fait, je trouve que c'est aussi très malin de l'avoir joué comme ça parce que c'est une série qui pourrait être très tragique parce que ça parle de mort, ça parle d'affaires de meurtre et tout ça. Et en fait, vu que ça nous est raconté comme un conte et que tout est autant dans la réalisation que voilà dans la colorimétrie, tout est hyper pipou, enfin c'est hyper mignon. Du coup, on n'a pas ce côté glauque de l'histoire à la base parce que quand même c'est un gamin qui voit sa mère mourir, la ressuscite et la retue. Enfin voilà, ça pourrait être hyper glauque et hyper gênant à regarder. En fait, l'ambiance de la série fait que c'est tout le contraire. C'est hyper mignon. Et aussi c'est hyper malin d'avoir créé ce couple qui est à la fois hyper mignon et hyper frustrant parce que c'est l'anti-effet Moonlighty quoi. Tu sais que ça va jamais pouvoir aller plus loin et en même temps t'as envie que ça aille plus loin et donc du coup t'es un peu en train de te dandiner sur ton canapé en disant mais c'est trop frustrant, mais ils sont trop mignons, ils mériteraient tellement mieux, mais voilà. Donc, c'est hyper bien. Mais c'est trop mignon. Je suis sûr que tu l'as fait exactement comme ça et à voix haute. Oui, totalement. Ce que j'aime bien. Et c'est vraiment une très bonne surprise. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce côté naïf sans être niais, gentil sans être trop
ouais, trop gentillet, voilà, c'est ça, lénifiant. Et moi, il y a aussi des références que j'ai dedans niveau couleur, etc. C'est, vous voyez le film de Mathilda de 96. Ouais. Je trouve qu'il y a le film Mathilda et celui-là avec le narrateur, on est quand même très très proches. Il y a aussi l'éléphant dans le machin, c'est le cinéma de Jeunet. Moi, je pense qu'il y a au moins soit Fuller, soit Sonnenfeld en fait ont été plus ou moins inspirés par Amélie Poulain, mais de assez loin quand même. Mais il l'a dit, hein. Ouais, je pense que ça a été dit, hein, parce que ça a été J'ai noté lu dans pas mal de. Quand tu vois juste l'affiche, tu te dis ok, il y a du Amélie Poulain, il y a du Tim Burton, il le dit en interview que c'est ses deux inspirations de base. Ouais, ça en est pas caché non plus. Mais c'est beaucoup moins orange. Bah oui, mais en même temps. Mais c'est jaune et vert. Ouais, mais il y a d'autres couleurs, il y a aussi du bleu. Toi, c'est vraiment le champ de pâquerettes, quoi. Mais c'est pas Jean-Pierre Jeunet qui nous fait son curry dans les films, quoi. Bon, bref. Moi, j'aime bien le curry de Jean-Pierre Jeunet. Il est très bon. Pas du tout, il est indigeste. Bref. Tout ça pour dire que... Tu aimes bien le lapin, le TSPV ? Slurp. Lapin, voilà. TSPV, enfin... CV. Ouais. Bon. Mais voilà, c'est vraiment un truc que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la façon dont ça fusait niveau dialogue. Il y a une rythmique, un peu comme une danse, ça passe de l'un à l'autre, ça répond. Il y a même parfois des espèces de mini quiproquos dans ce qu'il est en train de dire quand il discute. Et je trouvais que vraiment c'était une espèce de belle danse en fait tout le long, quoi. C'était très musical la façon dont c'était fait dans les dialogues. Et pour avoir pu justement comparer avec la VF et la VO. La VF fait un travail de fou justement pour continuer à donner ce rythme-là, ce côté-là, et ça marche très très bien. Et il n'y a pas un personnage qui, quand tu le vois, tu dis il me fait chier, j'ai pas envie de le voir plus. Mais très vite, c'est ça, au bout de 5 minutes, t'es dedans, et tout ce que t'as envie de faire, c'est continuer à voir la série jusqu'au bout, quoi. C'est vrai qu'il y a un super équilibre entre les différents personnages, que ce soit principaux ou secondaires, qui se tient, et tu sais que même les personnages secondaires vont prendre de l'ampleur et t'as envie qu'ils en prennent sans prendre non plus le pas sur les personnages principaux, dont ça reste l'histoire, et c'est bien dans ce sens-là. Ouais. Donc voilà, franchement une excellente surprise pour moi, et une envie folle de voir les 22 épisodes, et c'est ce que je vais faire, ça, clairement. Je reviendrai après quand j'aurai pu enfin les voir tous, me dire est-ce que finalement c'est une annulation triste, ou finalement elle l'a peut-être mérité, hein. On ne sait jamais. En tout cas, c'était annulé en même temps que je crois que c'était Dirty Sexy, un truc comme ça, je sais plus, le truc avec Dirty Sexy Money, ouais. Je pense que c'est au même moment où c'était annulé, je pense. Non, enfin, en fait, le Pushing Daisies et Dirty Sexy Money, dans les deux cas, ils ont eu 2 saisons, en fait. Ouais, en fait, ABC a décidé de repêcher une grosse partie de ce qu'ils avaient commandé en 2007, en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment c'est tombé à la sale période de 2007, en fait, hein. Comme on le sait, c'était une période très très compliquée. Bon, ben voilà, donc on recommande, et si jamais vous avez vu toute la série, que vous aimez cette série, etc., n'hésitez pas à mettre un commentaire, à réagir sur les réseaux sociaux. C'est avec plaisir qu'on lira ce que vous avez à dire. J'avais juste, c'est une question qui n'a rien à voir, mais enfin qui est liée au réalisateur de ce pilote, qui est Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld, ensuite, il a été producteur exécutif et réalisateur sur un bon nombre d'épisodes de la série des Orphelins Baudelaire. Ma question, c'était est-ce que dans les gens qui ont parlé des Orphelins Baudelaire et qui ont vu un tout petit peu toute la série, il n'y a personne qui a décroché en route, en fait, parce que je crois qu'à partir du moment où la 3e saison est arrivée, 3e et dernière saison, plus personne n'en parlait, en fait. La 3e moi j'ai tout regardé. La 3e saison, elle fonctionne un peu moins bien, surtout le dernier épisode, parce que je pense qu'il y a eu des coupures budgétaires, parce que c'est pas possible d'écrire un épisode comme ça. Mais ouais, ça a été bâclé, quoi. Ouais. Mais le dernier épisode est vraiment bâclé, mais la 3e saison, elle est bien, sinon. Mais ouais, c'était cool, les Orphelins Baudelaire. Je l'ai revu. Ok. Bon.
très bien. C'est une autre série qui est sur Netflix. C'est ça. Ouais. Bon, on va passer aux recommandations. Ou non-recommandations, c'est comme vous voulez, ça on verra. Je prends la balle directement parce que comme c'est une série que d'autres ont vue à part moi, et bon, Olivier n'est pas là, il aurait aimé en parler. Il va pas se gêner pour en parler la prochaine fois où il sera là. Exactement, il va nous dire mais vous êtes des cons, vous avez oublié ça. Je vais quand même en parler, vous avez pas tout dit. Exactement, où il en parlera sur... Et vous ne me ferez pas taire sur les réseaux. Donc, on parlait d'OCS tout à l'heure. OCS a des séries originales, des séries originales de très 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 bonne facture. On en a déjà parlé dans pas mal d'épisodes du podcast. Irresponsable, pour ne citer qu'elle par exemple. Ou déjà, la première saison de 3615 Monique qui était arrivée en 2020. Fin 2020, tout à fait. Fin 2020. La saison 2 devait arriver en 2021. Mais bon, je pense que le Covid a dû jouer un rôle là-dedans. Elle n'est arrivée que ici, fin 2022. C'est ça, décembre. En décembre. 10 épisodes qui sont donc disponibles sur OCS. Et chez nous, c'est sur BTV, en Belgique. Comme ça, vous le savez. Des épisodes d'une petite vingtaine de minutes, en général. C'est ça, c'est du 20 minutes, bien tassé. Oui, il y en a même des un peu plus courtes. Je pense que, si je me rappelle bien, le dernier doit faire peut-être 16 minutes, un truc comme ça. Donc, Ouais, c'était une arnaque. Je me suis senti arnaqué. Mais oui, bon, après, il y a normalement, dans les cartons, en tout cas, c'est voulu. Maintenant, on verra comment ça marchera tout ça. Mais une saison 3 qui devrait clore l'histoire qui a été entamée donc en saison 1, c'est-à-dire l'histoire, justement, du Minitel, des télécommunications, et surtout du Minitel rose, donc le fameux 3615 Monique. Ça, on en avait parlé je sais plus quel épisode, mais il y a déjà un petit moment maintenant. Et on reprend la même équipe, donc notre trio, Stéphanie Roussel, Simon Masnel et Tony Da Silva, qui sont joués par Noémie Schmidt. Et on fout la merde. Noémie Schmidt, Arthur Mazet et Paul Scarfoglio. On fout la merde, oui, effectivement. Voilà, on les reprend au moment où tout est plutôt branlant, pour faire un petit jeu de mots. Voilà, je l'ai osé. J'ai voulu le faire, je l'ai fait. Ça sera pas le dernier de toute façon. Non, ça ne sera sans doute pas le dernier. Tu as pour te faire battre. Exactement. Et donc là, on arrive sur notre équipe qui essaie de s'en sortir avec son projet, avec toutes les emmerdes qu'elle peut avoir avec l'espèce de mafia, avec les différents, avec les banques, avec les parents, avec plein de choses, et même entre eux finalement. Et un petit clin d'œil aussi à Marc Dorcel et ses chaussures en croco. Qu'est-ce que j'ai rigolé là-dessus. On avance vraiment sur... on est entre deux là, parce qu'on commence à parler de ARPANET, qui est donc l'embryon d'Internet aux États-Unis, et de tous les services qui peuvent en découler. Et c'est vraiment une collection de un épisode, une catastrophe. Et on essaie de s'en sortir, et hop, un épisode, c'est une catastrophe, et puis leurs relations qui sont... meilleure que dans la saison 1, je trouve. Mieux écrite, plus crédible, selon moi. Des choses où Simon s'émancipe un peu plus, parce que c'est quand même le geek taiseux de la bande. Mais j'étais tellement content de les retrouver que j'ai tout dévoré assez rapidement, et tout ce que je peux faire, c'est vous conseiller de la regarder et de la découvrir. Donc Mathieu, toi ouais, je l'ai vu aussi pendant les vacances. J'avais oublié que ça revenait. Je m'étais dit que j'allais la déguster. C'est faux, je l'ai binge comme un sale porc. Et c'était vachement bien. Et notamment, mon épisode préféré, c'est celui avec les parents, qui est génialissime. Mais même toute la saison était bien, même si je trouve qu'elle a du mal à démarrer. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, où je trouve qu'on était un peu sur la même dynamique qu'en saison 1. Et puis finalement, ils sont arrivés à s'émanciper de ça, et
et trouver autre chose. Et finalement, même s'il y a un fil conducteur, un épisode d'une catastrophe fonctionne super bien. Je sais plus si c'était comme ça en saison 1, parce que ça date. Mais là, ils ont de très bonnes dynamiques où on n'a pas envie qu'ils se séparent, mais ils ont des conflits qui deviennent de plus en plus ingérables entre eux, et voilà. Mais c'était surtout l'occasion de retrouver Tony Da Silva, qui est beaucoup trop beau et beaucoup trop mignon. Donc voilà, Tony, je l'aime de tout mon cœur. Et finalement, je le dis, c'est le plus malin des trois, même si il est con. Mais en vrai, c'est celui qui a fait le plus pour le groupe dans cette histoire. Et je pense que c'est le personnage qui a le plus évolué en fait dans le trio. Les autres, ils sont peut-être un peu sur leur laurier, ou ils partent un peu de leur personnage, mais lui, c'est qu'en saison 1, on se dit, mais c'est un parvenu, c'est le gars, il a l'air un peu con, il pense avec son service aux 3 pièces, et puis finalement... c'est une jolie expression, ça, j'aime bien, je vais la réutiliser, merci. C'est bien parce qu'on a l'impression qu'on parle d'un costume. Ouais. Mais en fait, non, c'est classe. C'est classe. J'avais l'impression qu'on parlait d'un set de vaisselle, en fait. Donc... Oui, moi j'avais ça. Je vais essayer de manger avec. Et de toute façon, comme le set de vaisselle, il faut l'astiquer à un moment donné. Le costume aussi. Hein. Le costume aussi, de toute façon. Mais il finit par justement montrer un personnage beaucoup plus profond et complexe que ce qu'on pourrait croire, justement, derrière ses atours de beau gosse, peut-être un peu con, ouais, effectivement, mais ce n'est pas le cas, pas du tout. Et donc on peut dire que c'est une réussite et que pour la saison 2, ils l'ont mis bien profond. Oui. Ah oui. Ils ont eu plein la vue. Oui. Voilà. Et je trouve aussi qu'il y a des bons personnages secondaires, mais que, même si j'ai adoré la saison 2, surtout dans ce qu'elle dit de l'époque en France, les personnages secondaires marchent un peu moins en saison 2, ils sont moins présents, notamment Chantal et Vivi, qui étaient incroyables en saison 1, qu'à chaque fois qu'elles sont là, elles sont trop bien, et on se dit, mais pourquoi on n'a même pas eu un épisode centré sur elles, quoi? C'est pas possible, les gars. Certes, vous avez peu d'épisodes, mais bâclez un peu plus l'intrigue principale pendant 20 minutes et offrez-nous ce petit plaisir. Ça serait chouettos. Pareil, Monique, on la voit presque pas, alors qu'elle est très très drôle, Monique. Oui. Et qui, pour rappel, est la mère de Simon, le fameux geek. Donc, et 3615 Monique, surtout. Bah oui, Voilà, et c'était la meilleure blague de la saison 1 et ils l'ont même pas refaite en saison 2. Donc je suis deg. Mais j'ai très hâte de voir la saison 3 qui est prévue pour la dernière, et il faut que ça soit la dernière, je pense que ça suffit. Ça, on va aller parler d'internet et des débuts d'internet, et puis ce sera très très bien. Ouais, oui, mais après il faut juste qu'elle existe et que, s'il vous plaît, elle arrive pas dans 5 ans, parce que déjà là c'était long, je savais même plus si c'était encore d'actualité ou pas. Donc, Bon, j'espère quand même qu'ils iront un peu plus vite dans la prod, qu'il y aura moins de complications, mais c'est vrai que vu le flou dans lequel est OCS, ce serait dommage que ça fasse partie des trucs qui soient un peu perdus dans le déménagement, quoi. Et de terminer comme ça en plus. Pour l'instant, comme le rachat vient d'être annoncé, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que OCS, dans le deal avec Canal, ils ont voulu maintenir les obligations de financement qu'ils avaient dans le cinéma. Par contre, ça ne dit pas si c'est aussi les obligations de financement dans les séries. Donc voilà, actuellement il y a plein de choses qui sont en post-production pour 2023, mais en fait c'est pour 2024 où le problème est. Ouais. Donc faut juste qu'ils sortent cette année la saison 3, puis voilà, c'est bon. Qu'ils fassent pas chier. Moi je la produis, sinon c'est bon. Allez, on la produit. Hop, voilà. Ça nous irait bien. En plus, non, mais avec la direction du podcast, je trouve que ça marche bien en termes de sponsor. Ouais. Mais moi ça rejoint le fond du coup de gueule que je passais sur OCS, c'est que OCS, enfin je suis au courant de 3 ou 4 projets en fait qui sont en production. Il y a un super projet qui est porté depuis des années avec Fred Testo dans un monde en fait où il est interdit de rire, et déjà le pitch est super intriguant, quoi.
tu vois. Ouais, on verra. Espérons, parce que justement, il y a du bon chez OCS, il n'y a pas que des trucs de chez HBO, donc mangez-en. Je voulais juste toucher un petit mot aussi sur donc une web-série dont j'avais déjà parlé dans le podcast. J'ai reçu sa créatrice et aussi actrice principale qui s'appelle Frappuccino. J'en ai vraiment parlé rapidement en novembre dernier. Donc c'est Frappuccino saison 2 qui se trouve sur YouTube. La saison 1 était vraiment très drôle sur justement ce trio de personnes qui pour des raisons d'hygiène et mentale peuvent s'empêcher de frapper des gens. Voilà, ça c'était déjà un constat très très drôle, et de cette première saison on était arrivé sur un truc très consortium criminel, mafieux, voilà. Donc on reprend là où s'est arrêté la saison 1, avec quand même presque 6 ans d'écart entre les deux saisons. Voilà, bon, c'est comme ça. Et on termine l'histoire commencée en saison 1 avec quelques épisodes. Oui, c'est un format de entre 6 et 8 minutes, sauf le dernier épisode, donc le 7e qui en fait 15, et qui vraiment ferme la série, et comme me l'a dit aussi Mathilde Bourbin dans le portrait en série que j'ai fait d'elle, donc dernièrement, c'est de toute façon la fin, il faut passer à autre chose maintenant. C'est très drôle, c'est fait avec les moyens et beaucoup de sincérité, et vraiment ça se regarde sans déplaisir assez rapidement. Donc moi j'avais conseillé la saison 1, je conseille vivement la saison 2. Et donc c'est l'histoire d'une heure ou deux à passer sur YouTube. Ils avaient disparu pendant un moment parce qu'il y a eu des questions de droit, de production, de télévision, etc. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc vous allez chercher Frappuccino, donc ça s'écrit F-R-A-P, juste un seul P, U-2-C-I-N-O, vous tapez web-série, vous trouverez sur la chaîne du collectif Attention Fragile, qui s'occupe de ça, entre autres. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Je voulais ajouter que le projet avec Fred Testo dont je parlais là tout à l'heure s'appelle Rictus. Ouais. Il est en tournage depuis octobre, et en fait c'est par les créateurs de Chef, donc Arnaud Malherbe et Marion Festraille. Voilà, donc c'est effectivement une société où il est interdit de rire depuis, et de Moloch aussi. Et c'est une société où il est interdit de rire depuis 20 ans, et un mec en fait qui fait rire involontairement et devient un tout petit peu le chef de la rébellion des gens qui souhaitent rire et faire rire. Ok, alors oui, le pitch a l'air intéressant, mais t'as dit Chef, c'est le truc avec Clovis Orniac là ? Tout à fait, et aussi Moloch avec l'autocombustion spontanée. C'est la première série vraiment dramatique, comique en fait qu'ils font. C'est sûr que si tu me parles de Chef, ça me donne vraiment pas envie. Hein, mais si tu reprends le même pitch et que tu changes rire par chanter et faire de la musique, c'est le pitch de La Petite Sirène 3. Je savais pas qu'il y avait une Petite Sirène 3 déjà. Ne le regarde pas. Regarde pas. Il y a eu 2 suites en vidéo de La Petite Sirène, c'est ça que tu me dis, Mathieu ? C'est vrai. Incroyable. Voilà. Bon. Et oui, voilà. Et cette annonce est vraiment très douloureuse. C'est pour ça que je te passe la parole, Elodie, avec. Quel bel enchaînement, c'est beau. Que le live qui arrive. Ouais, bon, bref. This is going to hurt. Oui, c'est une dramédie britannique qui est créée par Adam Kay. Pour vous résumer un petit peu le pitch, en fait, c'est on suit un personnage qui s'appelle Adam et qui est joué par Ben Whishaw. Il est médecin et il bosse à la maternité d'un hôpital public britannique. C'est un peu l'espèce de Dr House local, parce qu'il est cynique, il est pas très aimable, ni avec les patients ni avec ses collègues, et en fait c'est comme Dr House, il est hyper désagréable mais il est hyper compétent, et surtout avec les moyens qui lui sont donnés, parce que c'est l'hôpital public et c'est la merde. Voilà, donc c'est une espèce de satire sur l'hôpital public. Satire sur l'ambulance. You got it.
Et en fait, il y a tout qui se casse la gueule. Il y a aucun moyen financier. Il y a pas de personnel. Il y a aucune considération de la part des pouvoirs publics. Enfin, c'est la merde, quoi. Et littéralement, le plafond se casse la gueule, quoi. Et en fait, pour l'ambiance, c'est à la fois une série tragique où il se passe des événements horribles, des gens meurent littéralement, mais en fait tout est enrobé dans un humour noir qui est absolument hilarant, avec Adam qui casse le 4e mur en s'adressant parfois directement aux spectateurs, mais voilà, pour à la façon de j'ai pas d'exemple, mais pour nous donner le vrai fond de sa pensée entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Nous, on a la version ce qu'il pense vraiment, et en même temps, c'est pas forcé, hein, ça arrive même pas à tous les épisodes. Il le fait que de temps en temps. Mm-hmm. Et il y a un petit côté assez, ça rajoute à l'humour, et parfois il y a confusion entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il sait plus si ce qu'il vient de dire, il s'est adressé à un personnage dans la diégèse de la série, ou si il s'est adressé à nous, et il y a confusion, et c'est très drôle. C'est une série qui est très politiquement incorrecte. Ça tire à balles réelles, mais ça parle pas non plus que de l'hôpital. On suit aussi la vie personnelle du personnage principal. C'est un mec qui a des parents bourgeois très exigeants qui sont absolument insupportables. On voit aussi son petit ami qui supporte plus de ne jamais le voir, parce que il finit une garde de 12 heures et puis il s'endort dans sa voiture, et puis quand il se réveille, il est temps de retourner au boulot, et il est pas rentré chez lui. Voilà, et même quand il arrive à de temps en temps rentrer chez lui, il est tellement épuisé que il a plus de vie personnelle, en fait. Et si la série peut paraître très réaliste, c'est parce que elle est à la base adaptée d'un livre d'Adam Kay lui-même, où il y raconte sa propre expérience, puisque en fait Adam Kay, il a un frère qui s'appelle Philippe, et il est médecin. Je sais où tu te caches. Donc Philippe était médecin, et Adam, comme il voulait faire comme son grand frère, il a aussi voulu être médecin. Alors il l'a été entre 2004 et 2010, et puis comme le personnage de sa série, il va quitter la profession après qu'une patiente ait subi alors je suis désolée, trigger warning, qu'elle ait subi un décollement placentaire non diagnostiqué, et voilà, donc ça s'est pas très bien fini. Elle a été emmenée en soins intenses. Oh merde, bon. C'est aussi en atterrissage. Il était parfait. Du coup, je vais peut-être pas finir cette phrase. Bref, ils sont morts. Et du coup, il raconte son histoire, puisque si vous regardez le premier épisode de This is Going to Hurt, c'est exactement cette histoire-là. Et en fait, il va écrire ce livre, mais aussi il va écrire des manuels à destination des professionnels. Et c'est comme ça qu'il va quitter la médecine pour devenir écrivain, et puis plus tard écrire des séries. Et donc c'est exactement cette histoire que Adam Kay va nous raconter dans la série, et c'est un peu comme s'il voulait exorciser les événements qui le hantent encore, comme il le dit. Et c'est hyper bien fait, parce que c'est une série qui peut être à la fois très drôle, mais qui peut aussi être déchiante, et je vais pas vous spoiler pourquoi, mais il se passe des choses très tragiques. C'est parfois très difficile à regarder. Mais c'est aussi un état des lieux très réaliste de ce qui se passe actuellement en Angleterre, et franchement c'est pas très loin non plus de ce qui se passe en France, hein, vu l'état dans notre pays, hein. Ça fait très bref de comptoir, mais c'est pas grave. C'est une mini-série, hein, donc il y a qu'une saison, ça fait 7 épisodes de 30 minutes, ça se regarde assez vite, mais je vous conseille pas de la binger, hein, clairement. C'est disponible sur MyCanal, et voilà, c'est vraiment une série que j'ai adorée. Et vous allez pleurer autant de rire que de tristesse, donc préparez les Kleenex. Et un truc qui est totalement inutile, je pensais qu'il avait juste fait le générique, mais en fait, en vérifiant, il a fait tout un album. La BO, en fait, est signée Jarvis Cocker, l'homme, le mythe, la légende. Ouais, après, je vous avoue que la BO, c'est pas ce qui ressort le plus de la série. Hein. Mais il y a un album à déguster en parallèle. En tout cas, ça donne envie de la regarder, comme si on n'avait pas assez de choses. Merci Elodie. Oh, ça va, 7 épisodes. Oh, ça va. Ça fait jamais que 8 saisons qu'on fait ce coup-là à tout le monde. Hein. Bon, on a trop de trucs à regarder. Hop, je rajoute. C'est bon.
Mais on sait pas, peut-être que dans ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui ne sont pas submergés de séries. Ça existe encore, je pense. Hein. À part nos parents. Je pense qu'ils sont Même tellement mes parents, submergés ils de sont séries, séries. ils sont même submergés d'écouter nos épisodes, ils sont en retard. Alors, tu vois. Bon, voilà. Bref, Mathieu, Oui, tant que c'est mon tour. ton PC souffle ta présence, Souffle, ma présence, ça va? Non, là, il souffle plus trop. nous allons parler de papier toilette blanc. Ah, ouf, oui. Oh, c'est drôle. Oui, d'accord. Oui, nous allons parler de The White Lotus, qui est une série dont personne n'a parlé sur Twitter ces dernières années, et que je suis en retard dans tout, et donc j'ai regardé The White Lotus maintenant, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça date quand même de 2020, je crois, cette merde, été 2020, et que en fait je devais la regarder à l'époque. Mais je pense que la raison pour laquelle tu la regardes, c'est que de saison en saison, elle prend en triple épaisseur. C'est exactement ça, et vraiment ça va être ma stock la saison 3. Ça, pas de déchirure. Du placenta. Enfin, le podcast d'école. Super, l'école du rire. Oui, non, et du coup en fait à cette période-là, je regardais beaucoup de trucs. J'ai pas eu le temps de regarder et j'ai regardé une super série la semaine où c'est sorti, qui était Nine Perfect Strangers et qui ressemblait beaucoup. Sauf que contrairement à The White Lotus, Nine Perfect Strangers, c'était de la merde. Et je me suis infligé ça jusqu'au bout. À cause de Nicole Kidman, non. Exactement. C'était pas à cause de Nicole Kidman que c'était de la merde, c'était parce que David E. Kelly a pris plus de crack que ses personnages, sinon il n'y a pas d'explication. Je vais quand même sortir un résumé de la série parce que vous expliquer de quoi ça parle sans note, c'est mort. Mais donc c'était disponible sur OCS, je pense. Et ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. Et il y a les 2 saisons. Et il y a les 2 saisons, je peux donner. Et bah voilà, mais c'est super. Je vérifie quand même, mais oui, logiquement il y a les 2. Voilà, donc ça a commencé à l'été 2020, ça devait être une mini-série, et puis finalement ça a eu tellement de succès que ça a été renouvelé. Mais c'est une anthologie, chaque saison a son histoire. Les seules choses qui restent, c'est on n'est pas dans le même hôtel, mais c'est la même firme, on va dire. Donc c'est que des hôtels White Lotus. 2 personnages restent, notamment le personnage de Jennifer Coolidge. Et la forme de la série est la même, c'est-à-dire que on commence une saison, on est dans un hôtel de luxe avec des riches blancs de partout, et là, bam, on découvre un corps, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui l'a tué, mais on veut savoir pourquoi. Et ça va nous parler de ces super riches qui sont en vacances et leur petite vie parfaite va être brisée par des éléments plus ou moins attendus. Et la saison 1, c'est plutôt une satire sociale où on va parler de ces riches qui n'ont pas de problème, mais en fait leur vie part en couille. Et la saison 2, c'est plutôt sur les différents modes de couple, l'infidélité, ce que ça implique, etc. Ça a été créé par Mike White, pour terminer sur mon petit Wikipédia. Et par exemple, dans la saison 1, vous avez un putain de cast avec Murray Bartlett, il y a du Connie Britton, Alessandra Daddario, Sidney Sweeney qu'on a vu dans Euphoria, etc. Donc Jennifer Coolidge, que j'ai mentionné. Et en saison 2, on a Michael Imperioli, Aubrey Plaza, dont tout le monde a parlé sur Twitter, a raison. Bref, Theo James, plein de gens très très cool. La saison 1 se passe à Hawaï et la saison 2 se passe en Sicile. Donc, si vous voulez des belles images et envie de retourner en vacances, c'est le moment, les gars. Parce que vous allez être servis. C'est la saison Sicile l'impératrice. Alors, pour vous parler de la saison 1, j'attends la fin du jingle. 15 secondes après, quoi. Je l'attends. C'est le truc reco, alors voilà. Tu veux pas t'endormir dessus? Absolument pas. Tu sais, l'humour, c'est d'abord une question de rythme. Alors, absolument pas. Le truc, c'est que quand je clique, il y a un délai et à chaque fois, j'oublie de le compter. On ne sait même plus à quelle saison on est, si on a la 7, la 8, mais si t'as toujours pas ta mine comique pour tes jingles, on n'est pas foutu. Hein, oh là c'est là. pas moi, c'est le logiciel qui l'a fait fallait après. pré-shot.
Ouais, mais quand je pré-chose, je le mets n'importe comment. Super, c'est pas mieux. J'en ai marre. Rien qui va. Alors, on va parler, vu que c'est des anthologies et que j'ai vu les 2 saisons d'affilée, on va parler des 2 séparément, parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. La saison 1, le fil rouge est très très simple, mais accrocheur et suffisant. Tous les personnages, dès la première seconde, ils sont détestables. Tu veux leur foutre des baffes, mais des tatanes. Ils en ont pas eu assez dans l'enfance. Des frappuccinos. Sauf que là où la série... Putain, ça va être long si tu mets du jingle toutes les 4 secondes. C'est toujours moi qui prends de toute façon. C'est vrai que je parle d'une comédie. C'est pas vrai, Elodie... c'est vrai qu'elle l'a pris. Dans des endroits plus sensibles en plus. Oula, tu fais attention à ce que t'es en train de dire là. C'est un terrain glissant. Tu passes pas là. Bon. L'affaire est dans la poche. Bon, les personnes... Putain. Je peux pas enchaîner 3 mots. Désolé, vas-y. Je sais que tu vas le refaire dans moins de 4 secondes, mais éclate pas. Oh les mains, peau de lapin. Donc en fait, les personnages sont tous détestables, mais là où la série est très très forte, c'est qu'elle joue avec des stéréotypes. Donc on a la empowerment woman hyper accomplie, on a la fille hyper maniérée qui est que sur la beauté et le jugement, on a la femme plus âgée, très très riche, qui s'ennuie. On a le mec qui ne comprend pas l'ambiance MeToo et qui est en mode ouais on peut plus rien dire, enfin ce genre de personnes qui existent dans la vie et qu'on déteste tous, ou du moins j'espère. Mais là où la série est très très forte, c'est que vu que c'est des personnages très très stéréotypés, on les connaît direct et on peut s'amuser avec eux, se foutre de leur gueule sans le complexe de peut-être ils sont plus profonds, ils le seront plus tard dans la série, mais pour l'instant on peut juste se défouler sur eux. Et du coup c'est une satire géniale, caricaturale, mais hyper décomplexée. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a des moments où ils sont hyper humains et émotionnels et attachants et on les plaint. Et après on se rappelle de tout ce qu'ils ont sorti comme blague pour nous, mais vérité pour eux, raciste ou juste hyper over the top, pas possible. Et on se dit mais non, mais je peux pas l'aimer, c'est pas possible, c'est trop des connards. Et en fait tu les aimes tous et c'est un problème, sauf il y en a un, je le déteste et c'est pas possible de l'aimer. C'est un mec, sa mère est très très riche, il est très très riche aussi, et il a décidé de se marier parce que sa femme est très belle et ça s'arrête là pour lui et il voit pas le problème. Et donc ils viennent en lune de miel à l'hôtel et ils passent toute la saison à essayer de faire virer le responsable de l'hôtel parce qu'il lui a pas donné la bonne chambre. Et c'est vraiment, ça revient en dispute toutes les 10 minutes et ça dure toute la saison et juste ça va crescendo dans leur violence aux deux personnages et ils se font faire des trucs où tu te dis mais c'est pas possible, vous pouvez pas vous battre pour ça. C'est pas un problème qu'un être humain a normalement. Et pour eux, si. Parce qu'on vit pas dans le même monde. Et c'est très drôle à regarder. Y a quelque chose qui a tourné partout sur Twitter. C'est le personnage de Jennifer Coolidge, qui est une usine à mèmes. Et a raison, parce qu'elle vole toute la saison. Chacune de ses répliques est magique. Et en un visionnage, je les connais toutes par cœur, parce que elle est géniale, son personnage est horrible, mais génial. Chaque épisode, on se dit quelles conneries ils vont inventer et jusqu'où ça va aller, parce qu'on part de ce truc basique, mais ça va crescendo, donc jusqu'à la disparition d'un personnage. Et je vais pas révéler, mais la façon dont le personnage meurt est très très drôle. Mais ça reste une très bonne critique sociale où on a du soap, vous avez le popcorn à la main, mais beaucoup de cringe où on se pose des questions sur la cancel culture, sur les jeux de pouvoir, sur les dérives du capitalisme, sur le racisme, sur la masculinité toxique. Et donc ça permet de rigoler de ces gens, mais d'être toujours
hyper pertinent dans ce qu'on raconte. C'est très bien réalisé, c'est du HBO. Il y a une ambiance où on est dans un hôtel de luxe, une île paradisiaque, mais entre chaque scène, on a des vagues au ralenti et elles n'éclatent jamais. Et on se demande quand ça va arriver. Ça n'arrive pas et ça nous met un stress pas possible où on a cette atmosphère lourde, comme si le soleil allait nous tomber sur la gueule. Et du coup, ça te met vraiment dans une position entre 100% du rire et un drame va arriver, je sais pas quand, et quand ça va arriver, je vais en prendre plein la gueule si je continue à rigoler. Et c'est vrai que cette saison, elle mérite son succès. Elle est bien mieux que Nine Perfect Strangers, qui avait à peu près le même pitch. Et j'ai vraiment bingé ça, et c'était génialissime. Et du coup, je savais que la saison 2 allait être encore meilleure. Elle ne l'était pas. Elle était très bonne pour différentes raisons. Mais voilà. En gros, on a le même pitch, sauf qu'on est en Sicile et on parle, comme je l'ai dit précédemment, plus de la vie de couple, des trahisons, des non-dits, etc. Et on est moins dans les inégalités de richesse, parce que là, on a que des ultra riches. Mais ça reste très très intéressant. Ça permet de se renouveler. Les personnages sont plus complexes qu'en saison 1. On est moins dans la farce de ce qui est raconté. C'est plus dans les regards des personnages où tu vois que quelqu'un au second plan le regarde mal et tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de penser sur celle-là ? Est-ce qu'il pense qu'elle ment ? Est-ce qu'elle dit la vérité à chaque fois ? Et puis il y a plein de scènes où ça se passe derrière des portes et on sait pas ce qui se passe et on l'apprendra peut-être que des épisodes plus tard ou alors on sait jamais. Et du coup ça rajoute un vrai mystère et une tension encore plus prenante et on passe de plus en plus dans le thriller. Par exemple, pour vous donner une idée, donc dans cet hôtel il y a des statues qui apparemment il y a partout en Italie, où c'est juste des têtes en porcelaine ou en verre, je sais pas, peintes, et il y a des gros plans sur les yeux, et partout où tu regardes, il y a ces statues qui observent les personnages, et même t'as l'impression que les yeux les suivent. Et pendant des épisodes, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des caméras à l'intérieur qui regardent ce qui se passe dans les chambres, pour leur faire une blague ou un truc comme ça. Et à la fois, ça me fait penser au regard du spectateur qui observe tout ce qui se passe, mais aussi en tant que spectateur, tu te sens observé, et ça met un vrai malaise. C'est super malsain, mais c'est très bien fait. Et là encore, j'ai bien aimé les personnages, que je trouve très bien interprétés par les comédiens, mais vu que c'est beaucoup moins des stéréotypes, j'ai eu plus de mal à rentrer dedans. Parce que il faut du temps pour que tu comprennes leur complexité, qu'est-ce qu'ils pensent derrière, vu que c'est que du non-dit. Et je trouve que dans ce sens-là, certes, il y a du renouvellement, mais du coup, je m'ennuie plus. Parce que dès que je prends mon téléphone, je vais louper 400 informations que j'aurais pas loupé en saison 1. Et ça veut pas dire que je vous encourage à être sur votre téléphone en regardant des séries, mais ça demande plus d'implication et ça a pas cette fraîcheur et cette simplicité qui était la force de la saison 1, ce que je trouve un peu dommage. Après, c'est de plus en plus lyrique et poétique, donc ça rajoute un truc. Pareil, ça va crescendo. Et un autre truc que j'ai moins aimé, c'est que on parle d'infidélité, donc on parle de sexe, et ils ont choisi d'être plus crus et plus vulgaires dans ce qui est montré. Et ça me dérange pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de moments où c'est pas utile en fait. Et c'est surtout que ça veut choquer, mais ça choque un public qui est habitué à voir ça en fait, à se foutre de la gueule de certaines classes sociales ou de certains sujets avec intelligence, tu vois. Mais du coup, c'est pas comme si tu voulais choquer un vieux cateau. Ouais. Donc c'était assez bizarre à regarder à certains moments, parce que je me disais mais c'est pas utile tout ce que tu me racontes, tu pourrais me raconter autre chose de plus intéressant, et ça met vraiment 3 épisodes à décoller, alors qu'en saison 1 ça mettait 5 secondes quoi. Donc un peu dommage, mais la deuxième partie de la saison se rattrape bien. Le personnage de Tanya, qui est joué par Jennifer Coolidge, est encore plus une montagne à mèmes, donc pour ça on dit pas non. Vous les avez tous vus sur Twitter de toute façon. Et l'ambiance est folle, et voilà. Et je vais pas parler de la musique du générique parce que tout le monde en a déjà parlé, tout le monde a fait des blagues dessus, et j'étais pas d'accord, mais en fait j'étais d'accord. Et voilà, c'est un des meilleurs génériques qu'on a eu ces 10 dernières années, et
il est à la fois très drôle et il reste en tête. Non, le meilleur, c'est celui de 3615 Monique, et puis c'est tout. Il est très bien le générique de 3615 Monique, mais t'as pas des chants hawaïens ou des chants lyriques non, qui c'est font, la on dirait simplicité. des bruits d'orgasme. Non, mais le meilleur, c'est Last Week Tonight. Alors, j'ai demandé de faire un épisode sur le meilleur protagoniste. On peut aussi rajouter ça sur la liste, mais c'est pas le débat de ce soir, les gars. Je suis On en a fatigué. déjà parlé. On en a déjà parlé. Voilà, donc j'ai un peu moins aimé la saison 2, mais j'attends la saison 3 quand même, qui a été signée. T'as pas peur que la saison 3, justement, vu comment c'est parti avec la saison 2, ne se repose que sur Coolidge, sur la création de mèmes, sur le côté... Aucunement. Voilà. Ouais. Mais ouais, non, je peux pas en dire plus, mais je pense pas qu'ils partiront. Vu comment la direction que prend la saison 2, ils partiront pas là-dedans en saison 3. Ouais, ok. Très bien. Ou peut-être sur d'autres aspects, tu vois, mais je trouve, tu vois, ça fonctionne et ça rajoute ce qui est aussi sympa avec la série. Enfin, j'ai suivi ça que de loin, et surtout en saison 2, c'est que c'était diffusé hebdomadairement et que chaque semaine il y avait des out of context The White Lotus et que tu comprenais pas vraiment, et quand tu regardes la série tu comprends et ça te fait marrer, et moi j'aime bien, mais il y a pas que ça à la série, tu vois, ça rajoute, c'est un plus supplémentaire, mais c'est un peu ce que je crains avec certaines séries, et là tu parles de White Lotus, mais qu'on va surtout sortir tout un tas de mèmes, de trucs sur les réseaux, etc. Et en fait il y a des séries qui finissent par n'exister que grâce à ça. Eh ben, si tu veux aller un peu plus en profondeur, je trouve qu'il n'y a pas ça avec la saison 1. Peut-être aussi parce que ça date trop et que je m'en rappelle plus. Ouais. Mais la saison 2, il y avait beaucoup ça, et c'est un des autres... On va croire que je fais énormément de reproches à la saison 2, mais c'est que, en fait, elle est très très bien. C'est, je pense, une des meilleures séries de l'année, vraiment sans problème. Mais la saison 1 était vraiment au-dessus pour moi. Justement pour sa simplicité, qui n'est pas simple du tout à réaliser, mais ça a l'air simple. Là, l'intrigue de Jennifer Coolidge est en décalage par rapport aux autres personnages. Elle est souvent pas dans l'hôtel, en train de faire autre chose, tu vois. Elle a sa propre intrigue. Et du coup, ça a tendance à casser le rythme, où pendant les pages, j'étais en mode, il y a une scène de Jennifer Coolidge, je suis encore plus investi, je sais que je vais rigoler, même si... Et tout le reste de la série se fond un peu plus. Donc, cette cassure est mauvaise, je trouve. Les transitions marchent moins bien. Mais j'ai pas boudé mon plaisir devant ces scènes non plus. Donc, je peux pas les retirer. Ok, très bien. Donc, sur OCS et BTV. Et puis, il n'y a pas de DVD de Blu-ray encore, que je sache. Je pense pas, non. À part peut-être en outre-Atlantique, mais je crois pas qu'il y Oui, ait voilà, mais par chez nous, non. Français. Et donc, on va passer à toi, Florian. C'est en VOD aussi en parallèle. Oui, c'est ça, il y a moyen de les trouver de toute façon. On va passer à toi, Florian. Moi, je n'ai pas vu les 29 premiers, mais tu vas me parler de 1030. Pardon, si, il y a la saison 1 qui est en DVD, je vois. Voilà, et tu viens de gâcher la vanne de Frédéric. Il y avait un superbe enchaînement. Et ben, il a gâché. Non, un enchaînement que... Voilà. Voilà. C'est long. Voilà. Merci. Tu fais toute la bande. Transition. Voilà. T'aurais pu le faire à la bouche, hein. Exclusif ce soir. Swoosh. Vas-y, allez, à toi. Vas-y, Florian. Ouais, c'est trop fort. Oh, le public on fire. C'est n'oubliez pas les paroles ou quoi? Une autre. Encore un petit? Non, mais en fait, elle dure encore 30 secondes, donc je l'ai coupé. Bon, allez, fini les blagues de bistouquette, maintenant on passe à la suite. Voilà, allez. Will Trent. À ne pas confondre ABC. avec Rastrent, le Rasta blanc. Ou Reznor Trent. Ah oui. Bon, bref. Will Trent sur ABC. C'est ça. Créé par Liesl Dance et son orchestre. Enfin, il y a un autre co-créateur avec elle, mais c'est mieux quand il y a son orchestre. Voilà. Du coup, Liesl Dance, c'est une staffeuse de Friday Night Lights qui a créé énormément de séries de network ces dernières années, dont Camp, que j'ai beaucoup aimé il y a une petite dizaine d'années. Ce passage avec Mark-Paul Gosselaar et The Big Leap.
annulé comme une merde, est disponible sur Disney+, avec notre ami à tous, Scott Foley, qui aime bien aussi mes blagues de Bistouquette. C'est à signaler. De quoi ça parle? Il s'agit d'une adaptation de bouquin de Gare. Est-ce que Scott Foley, c'est du lait d'amande, du lait d'avoine ou des trucs comme ça? C'est pas du vrai lait, quoi. C'est du lait de soja, en fait, supplément noisette. Donc Will Trent, en fait, ça parle d'une série de livres qui est disponible en livre de poche en France, d'une autrice à la vocation toute trouvée puisqu'elle s'appelle Karen Slaughter. Il y a une petite douzaine de livres qui sont disponibles et Will Trent est un enquêteur hors pair du GBI, en fait, du GBI en français, à ne pas confondre avec Jiffy, qui est là où les scénaristes ont obtenu leur diplôme. Parce qu'ils avaient des idées de génie là-bas, c'est ça? Et du coup, les scénaristes ont tellement des idées de génie, en fait, que le réalisateur Paul McGuigan, en fait, s'accapare une grosse partie des qualités de ce pilote. Voilà. Du coup, Will Trent, il est campé dans ce pilote par Ramon Rodriguez, qui est un bébé éprouvette entre Danny Pino de Cold Case et le héros de Lucifer qui s'appelle Tom Ellis. Donc en fait, vous mettez les deux et ça ne fait pas du chocolat, ça donne Ramon Rodriguez. Jusqu'ici, vous suivez, c'est très bien. Vous n'êtes pas trop crevé? Ça va? 1h40. Vous êtes fatigué. Attends, mon micro était désactivé. On n'est pas fatigué. À la fin, il y aura une blague de Bistouquette. Bon. Toujours en décalage. J'ai hâte. Vas-y, j'attends. Joli. Merci. Vas-y donc. Tu veux rallonger le segment ou je peux finir? T'as dit qu'on parlait pas de Bistouquette, on peut pas rallonger les choses. Vas-y. Ça peut se faire avec Internet, on peut rallonger les pénis. Sur Will Trent, c'est un enquêteur hors pair du GBI qui vient de boucler au début de la série une investigation dans un commissariat de Atlanta qui était majoritairement corrompu, ce qui a fait coffrer à l'issue d'un très très long procès pas mal de flics, ce qui fait que donc par esprit corporatiste il se met à dos à peu près toute la police de Atlanta, et ce qui va être un tout petit peu compliqué puisqu'il va devoir coopérer avec eux sur une affaire de meurtre. Donc il est appelé sur une scène de crime où en fait donc une mère tenniswoman campée par Jennifer Morrison qui est créditée en special guest star, que Mathieu connaît de Once Upon a Time et que les gens de goût connaissent de Dr House. C'était surprenant. Ouais, tu vois, ça tu l'avais pas. Tu vois Fred, ça tu l'avais pas dans le machin sonore, mais tu devrais l'enregistrer. Non mais je peux le faire automatiquement, il n'y a pas besoin. Non mais ça va aller. Jennifer Morrison en fait est donc une mère tenniswoman en fait qui rentre chez elle avec en voyant que la porte a été forcée fracturée. Et du coup découvre le cadavre de ce qu'elle pense être sa fille et un monsieur avec un couteau sortir. Une bataille s'ensuit dans laquelle elle finit par étrangler le méchant monsieur. Ramon Rodriguez, donc Will Trent, arrive sur les lieux et découvre après quelques petits twists que en fait le cadavre ne correspond pas à celui de la fille de Jennifer Morrison et que en fait la fille de Jennifer Morrison a été kidnappée. Et qu'il connaît également le père de la personne qui a été kidnappée, puisqu'ils étaient tous les deux en famille d'accueil, puisque un des grosses caractéristiques de Will Trent, à la fois dans les livres et dans la série, c'est qu'il développe un talent d'enquêteur hors pair et un certain et aussi pas mal d'empathie et pas mal de choses comme ça, en ayant une enfance difficile, en ayant été baladé de famille d'accueil en famille d'accueil, et aussi en étant un grand brûlé, et qui arrive à se faire une place dans le bureau local d'investigation malgré sa dyslexie. Donc c'est quelqu'un qui est déjà arrivé à surmonter pas mal d'épreuves. Donc ça c'est sur le papier. Dans l'exécution, on va dire que c'est un tout petit peu plus coup-ci coup-ça en fait, c'est-à-dire que la manière dont il est présenté, on a beaucoup de mal à le séparer des enquêteurs de network assez lambda. Je ne cache pas que la raison pour laquelle j'ai vu ce pilote, c'est parce que je n'ai pas regardé de série dramatique de network depuis un sacré bout de temps. La dernière fois où j'ai regardé une série dramatique de ABC, c'était le pilote de Big Sky, qui était également réalisé par Paul McGuigan et que j'ai absolument détesté.
Là, en l'occurrence, Paul McGuigan, il tire la majeure partie de l'ambiance et vraiment du tournage en plein Atlanta. C'est une série qui est très chaleureuse, c'est une série qui est très très bien tournée, qui stylistiquement défonce pas mal. Le problème, c'est que c'est un style qui prend le pas sur la substance. C'est vraiment le cœur de la série. L'enquête telle qu'elle est, malheureusement, elle est à suivre. Les personnages secondaires, il y a un personnage secondaire qui est une indique et une personne qui est sous couverture dans un réseau de drogue, en fait, qui est aussi une des amies proches, voire très très proches de Monsieur Trent, qui est campé par Erika Christensen. Erika Christensen, je n'ai rien contre elle, mais son jeu est quand même relativement anonyme. Mais dans les personnages secondaires, on retrouve aussi la Kima Grex 2 sur Écoute The Wire. J'ai nommé Sonia Son, et elle joue donc le supérieur direct de Will Trent. Et ça, pour le coup, elle a plutôt pas mal d'alchimie avec Ramon Rodriguez. Donc, en fait, j'ai pas mal apprécié le pilote en termes de stylistique. J'ai bien apprécié, on va dire, le fait que les effets, l'exposition et la présentation des personnages est assez réussie, mais dans l'ensemble, il y a un je ne sais quoi qui fait que ça c'est aussi le type de série, en fait, qui risque de se faire annuler à la fin de saison, et c'est un tout petit peu un procédural au kilomètre. Et le problème, personnellement, c'est que quand on le compare à Panhandle, qui est aussi un procédural avec 2 enquêteurs, et qui a beaucoup plus d'éléments comiques dont j'avais parlé il y a 3 mois, je vois aussi tout le potentiel qu'on peut avoir avec une série sur le papier qui est un procédural, ou une enquête policière vraiment bas de plafond. Donc c'est pas un pilote de network qui est déshonorant. C'est un pilote qui arrive avec pas mal de réputation pour la série de livres dont il est adapté. Donc encore une fois, je sais pas ce que les livres valent. Je sais qu'ils sont disponibles en France et donc ils ont été traduits. Donc je suppose qu'ils marchent plutôt pas mal. Après, oui. Est-ce que ça veut dire que la série va suivre un arc et va suivre un tout petit peu, a bien retenu, on va dire, ce qui fait les qualités de la série de bouquins? Franchement, rien n'est moins sûr. Moi, j'ai trouvé ça assez moyen, donc je ne saurais pas trop si c'est quelque chose à recommander, d'autant plus que malheureusement c'est pas un pilote qui est clos. En fait, l'enquête qui est présentée dans le pilote va se poursuivre la semaine prochaine. Et pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur français, et c'est probablement Disney Plus Star qui va récupérer le bébé. Bah oui, parce que c'est Hulu aussi. Ouais, c'est produit par 20th Television, et c'est diffusé sur ABC, donc j'ai envie de dire que ça va être récupéré par Disney Plus quand ils veulent. C'est sûr. Et pour avoir vérifié, la série de livres est aussi disponible sur Audible, mais uniquement mais pas en français, voilà, en anglais. Donc, si jamais vous voulez l'écouter plutôt que le lire. Mais du coup, si Jennifer Morrison elle est en special guest star, ça veut dire il y a aussi Mark-Paul Gosselaar qui est special guest star, en fait, qui est aussi le mari de Jennifer Morrison, et aussi l'ex on va dire connaissance d'enfance de Will Trent. Voilà. Oui, d'accord. On l'aime bien, il est gentil. Oui, et Mark-Paul Gosselaar, de toute manière, il connaît Mark-Paul Gosselaar, il a joué dans The Passage qui était créé par Liesl Dance, en fait. Donc, que j'avais adoré, vraiment j'avais adoré. Mais ça veut dire qu'ils seront pas là dans l'épisode 2. Je pense qu'ils reviennent dans l'épisode 2, mais je saurais pas trop te dire. J'étais super surpris de voir que l'enquête était à suivre. Je sais que Gosselaar, vu la fin du premier épisode, il revient. Morrison, je suis pas sûr. Qui c'est qui est en train de prendre sa douche en même temps? Alors, j'habite dans un appartement parisien, et dans un appartement parisien, les murs sont tellement fins que tu ne peux pas mettre les tuyaux à l'intérieur d'une cloison. Ce qui fait que quand mes voisins des 5 étages de-dessus prennent leur douche, t'as l'eau qui descend. Et sauf que là, c'était pas une douche, hein. Ou une chasse d'eau. Là, ça devait être une chasse d'eau. Ouais. Je pense que tu préfères la chasse d'eau, ça dure moins longtemps. Mais voilà. Donc, vous aurez eu des bruitages de thé, de Fred et de chasse d'eau. De ton ordinateur qui souffle, oui, qui soupire, voilà. De tout. Bon, bref. Ok. Donc voilà, Will Trent, pour l'instant, à découvrir uniquement par
par des moyens, comme dirait l'autre, légaux. Mais ça va bientôt arriver. En vous débrouillant. Bah oui, c'est le genre de truc qui peut arriver un peu... Moi je dis... En loose, comme ça. 2 mois et demi. Vous l'aurez entendu ici. D'accord, dit-il en étant figé. En tout cas pour moi, il est figé. Ah bah non. Chez nous, il bouge bien. Ouais. Là, il bouge, Bon là. bah écoute. Ça veut dire que là on doit terminer parce que ça veut dire qu'il y a un moment donné il va y avoir un bug. Voilà, et on va pas non plus trop tenter le diable. En tout cas merci à vous trois pour cet épisode du retour, premier épisode de 2023. La semaine prochaine ce sera phase B. Voilà, hein, comme ça vous savez, à phase B on n'a pas l'intention d'arrêter, on s'amuse bien avec phase B, je trouve. Oui. Un mot de la fin, Elodie. Pâquerette. Ok, Florian. Dédicace à mon crooner de cabinet favori qui s'appelle Moltonel Richie. Non mais... Elle était parfaite. Et là, il a pas droit à un badoum. Badoum. Je te le fais à la bouche. Non, mieux. Bah Ça, on oui, peut quand le même. faire sans bruitage. Attends, oh. Moltonel Richie, quoi. Ah là là. Ça faisait combien de temps que tu l'avais en réserve? Depuis qu'il a parlé de White Lotus tout à l'heure. Et, ouais, et son célèbre titre Shiyu Shimi. Bref. Voilà, les C'est ton fans mot de la fin. Shitty C'est mon- Together. Shit together. C'est sale. On les a perdus. Ça devait arriver. Ça arrivera dans les 20 dernières secondes. Il est temps d'aller se coucher. Attends, oui. Bon, Mathieu. These guys are trying to murder me. Ce sera ça. Ok, et moi ce sera Will 29, voilà. Parce que merde, tu m'as coupé ma blague. Bon, en tout cas, merci à vous pour l'écoute. On vous souhaite une bonne semaine, de bonnes séries, d'une bonne rentrée, un bon mardi Bonne gras, année. une bonne année, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, Bonne Hier. merde. Jusqu'au bout, il nous fera